Le Beef Podcast, c'est une discussion entre deux entrepreneurs qui ont plein d'idées de business, mais pas forcément le temps de les lancer. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yann Segon. Salut Yann, tu vas bien? Très bien, merci pour ton invite. C'est cool d'être Merci là. pour, merci de participer. On se connaissait pas. Je t'ai envoyé un message sur LinkedIn. T'as gentiment répondu, donc merci, merci beaucoup. Ta mission, c'est de démocratiser le multipreneuriat. Ouais. Et tu dis sur ton profil LinkedIn et sur ton site que je cite, tu as toujours eu trop d'idées pour n'en faire qu'une. En gros, tu es l'invité idéal pour ce podcast parce que c'est en plein dans le thème. Mais en même temps, moi j'ai une question et je pense qu'il y a pas mal Ouais. d'entrepreneurs qui vont avoir la même. On nous rabâche sans cesse que un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est ultra focus sur un seul et un seul business. Alors c'est quoi ton secret et est-ce que ça marche vraiment le multipreneuriat? Mais écoute, je vais le reformuler différemment. Est-ce que tu connais un seul entrepreneur qui a vraiment, entre guillemets, d'un point de vue business, réussi, qui n'a qu'une seule boîte? Est-ce qu'il n'y En en tout a cas, pas un si. autre qui a fait au moins une ESCI pour faire de l'IMO, Ah, au c'est moins clair. qui fait une Ah activité de oui, oui. consulting, ou alors qui se retrouve à, même sous une forme d'investissement, tu vois, à investir dans d'autres boîtes? En Alors fait, là, ouais, zéro, effectivement. zéro. Zéro. Et en fait, ça a été une des premières claques, tu vois, un des premiers constats de départ. C'est que ben, d'un côté, il y a cet aspect-là. Et de l'autre côté, ben, en fait, quand tu creuses un petit peu même les parcours des entrepreneurs, en fait, ils faisaient pas qu'une seule activité quand ils ont commencé. Mhm. Parce que ben, quand tu veux lancer la super startup, faut quand même que tu bouffes. Donc souvent, ben, tu faisais autre chose à côté ou alors tu as une première activité qui t'a permis de faire des choses. Mais tu vois, à la base, c'était pas pour lutter contre le focus ou ce genre de choses. Et je pense qu'on peut être focus quand on lance une activité. On peut être focus quand on travaille sur son activité, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de faire une seule chose. Et moi, de toute façon, j'en suis totalement incapable. Donc voilà, ça a plus été, si tu veux tout savoir, une mission identitaire à la base, Ok. parce que je savais pas répondre à la question de Hey, tu fais quoi dans la vie? Donc t'as toujours été comme ça. T'as jamais eu cette phase où tu t'es dit, ok, focus sur un seul projet pendant un an. Non, désolé. Non, non, mais très bien. Bah, moi, Euh, t'assumes. j'ai pas eu ça. Je dis pas que c'est. Enfin, tu vois, et ce que je veux mettre en avant, c'est pas le fait que ça soit la bonne solution à faire ou quoi. C'est pas du tout ça mon message. C'est juste qu'aujourd'hui, tu vois, on est dans une, je dirais un moment où on a envie de faire plein de choses. Les sociétés elles deviennent beaucoup plus complexes. On a envie de faire énormément de choses. Il y a plein d'idées, beaucoup plus de facilité, tu vois, aussi avec les nouvelles technologies. Là, on parle même pas d'IA, mais tu vois, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un peu le futur de notre société. C'est-à-dire que si tu regardes n'importe quel freelancer, ben, freelancer, en fait, il commence à faire plusieurs activités. De la même manière, les entrepreneurs aussi, ils diversifient certaines choses. Donc, je dis pas que, tu vois, il faut lancer plein de choses en même temps. C'est pas une réalité. Je dis pas qu'il faut être focus et de faire qu'un seul projet et qu'ensuite ça te permettra d'ouvrir d'autres portes. Pour moi, il n'y a pas de règle. Et tu vois, je te disais en off juste avant qu'on commence, j'ai interviewé aujourd'hui à peu près un peu plus d'une centaine de multipreneurs et il y en a de tous les styles. Et c'est un peu ça le message, tu vois, que j'ai envie de faire passer, c'est que en fait, tu peux avoir plein d'idées et il n'y a pas une seule manière de faire et il n'y en a pas une qui est bonne, il n'y en a pas une qui est bien. Il faut juste que tu trouves celle qui fit avec tes aspirations perso et avec ce que tu as envie de faire, quoi. Très clair. On a un peu abordé le sujet, mais avant, est-ce qu'on peut définir le multipreneuriat? Hmm. C'est un nouveau terme ou c'est pas, c'est toi qui l'as inventé d'ailleurs? Parce que je l'ai jamais vu autre part. Eh ben, ça fait plaisir que tu le penses. En vrai, je te refais juste la petite back-end story qui m'a amené, tu vois, au multipreneuriat. Moi, comme je t'ai dit, tu vois, cette fameuse question de Hey, tu fais quoi dans la vie? Ça a toujours été une profonde, je vais pas dire angoisse, mais tu vois, une vraie difficulté. Parce que t'as pas envie de donner une seule de tes activités. Parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Et puis tu trouves que voilà, ça me définit pas, hein. Sans parler du fait que pour moi, définir quelqu'un par son activité professionnelle, je trouve ça très limité. Euh, et de l'autre côté, bah, quand tu rencontres quelqu'un en soirée, t'as pas envie de dire bon bah je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, parce qu'en vrai c'est chiant quoi. Et il y a, tu vois là on est en 2024, ça va faire 2 ans et demi à peu près. En fait j'ai découvert le terme multipreneur, qui était un terme anglophone, hein, qui se comprend très bien en français si tu regardes bien, multipreneur. Donc tu as compris qu'il y avait plusieurs entrepreneuriats, donc plusieurs boîtes. Et je me suis dit, ouh, ça c'est pas mal parce que en fait j'ai une seule certitude
pour les 50 prochaines années, c'est que peut-être j'ai des boîtes qui vont se monter, d'autres qui vont mourir, d'autres qui vont être vendues. Enfin bref, la vie de l'entrepreneuriat. Mais la seule certitude que j'ai, c'est que dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, je serai toujours multipreneur. Et donc, je me suis dit, super, moi qui galère à me présenter, moi qui galère à me positionner, bah, en fait, je vais me positionner comme multipreneur. Et comme je me suis rendu compte, on l'a dit tout à l'heure, que j'étais pas du tout le seul dans cette situation, et ben, je me suis dit, je vais démocratiser Mhm. pour que, bah, en fait, tu vois, t'as parlé de focus, pour que bah, d'autres personnes qui entendent parler que de focus à longueur de journée sachent qu'il y a aussi d'autres manières de faire. Et donc, c'est pour ça, tu vois, ça fait 2 ans que je crée du contenu. Donc, on a parlé de podcasts, newsletters, création de contenu sur LinkedIn et autres pour démocratiser le multipreneuriat. Et donc, ta définition du multipreneuriat, aujourd'hui, la seule que j'aurais à te donner parmi ces 2 ans de recherche, création de contenu, d'écriture, de rencontres, tout ce que tu veux, le multipreneuriat, c'est juste le fait de gérer et posséder plusieurs entreprises en même temps. Voilà. Ça, c'est ma définition aujourd'hui du multipreneuriat. Et il se trouve qu'il existe plusieurs types de multipreneurs. Ok. Et toi, t'es quel genre de multipreneur alors? Mhm. Et ben, tu vois, j'ai déterminé 5 types de multipreneurs. Ok. Le premier, c'est ce que j'appelle le multipreneur spécialiste. Je sais pas si Mhm. tu connais Hugo Benz ou pas. Oui. Ouais. Hugo Benz, ben, tu vois, alors là, il a un peu switché, mais au moment où je l'ai rencontré, donc pour ceux qui connaissent pas, Hugo Benz, c'est quelqu'un qui a monté des boîtes dans le textile. Et en fait, il en a eu plusieurs. Donc pour moi, le multipreneur spécialiste, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un multipreneur qui a développé une compétence forte, tu vois, ou dans un secteur ou autre, et en fait, qui va dupliquer sa compétence dans différents secteurs, dans différentes boîtes. Donc lui, c'était dans le textile à la base, mais ça peut être quelqu'un que tu vois qui est dans le marketing ou qui fait du code, qui a une compétence vraiment spécifique. Et en Mhm. fait, lui, il va toujours faire la même chose, mais il va juste le faire dans des boîtes différentes. Donc ça, tu vois, tu as le spécialiste. Ensuite, tu as l'opportuniste. Donc c'est un peu ce que j'étais, c'est-à-dire qu'en fait, tu suis juste des opportunités de marché ou alors tu vois, de situation, tu vois qu'il y a un truc à faire, on te propose un business, une activité, tu dis oui, et en fait, tu réfléchis pas trop à ce que tu veux faire, mais il se trouve que toutes ces activités-là, elles t'emmènent dans une aventure et pourtant, elles ont rien à voir les unes avec les autres. Donc ça, tu vois, moi, c'est ce que j'étais au tout début. Je commençais avec de l'événementiel. Aujourd'hui, tu vois, je fais du référencement local, du tourisme, de la formation, du consulting, et là, tu vois, on vient d'ouvrir un studio de podcast et une agence de personal branding. Donc, tu vois que ces activités sont très variées et surtout qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mhm. Donc ça, c'est le multipreneur opportuniste. Et alors, il y en a d'autres, mais je te donne, pour répondre à ta question, le dernier qui nous intéresse ici, c'est le multipreneur d'écosystème. Donc lui, tu vois, c'est quelqu'un qui a réussi à créer un écosystème entre ces différentes sociétés. Tout est interconnecté. Et en fait, du coup, ça donne un super avantage concurrentiel quand tu es Mhm. entrepreneur, puisque bah, tu as créé un écosystème où chaque société s'apporte les unes aux autres. Et donc, bah, très intéressant, tu vois, d'un point de vue business, d'avoir ça. Et donc, pour répondre à ta question, je me suis découvert multipreneur opportuniste. Aujourd'hui, j'essaye d'aller vers l'écosystème, c'est-à-dire que je rajoute des sociétés où j'ai des manques, le studio de podcast par exemple, Mhm. et d'autres que je ferme, qui sont aujourd'hui trop éloignés des autres activités que je fais et qui n'ont pas forcément de synergie directe. Donc, tu vois, par exemple, le tourisme, là, je suis en train de la Mhm. fermer en me disant, super aventure, mais je vois pas de synergie directe que je pourrais avoir avec ces autres boîtes. Donc, voilà, je ferme celle-là pour me focaliser sur les autres. Donc, tu vois, là, c'est du focus, mais du focus sur plusieurs activités. Très clair. Et aujourd'hui, tu as combien de projets alors? Tu les as listés, Hmm. tu as listé les types de projets, mais concrètement, tu gères combien de boîtes là aujourd'hui? Ouais, bah, comme je te dis, je suis en pleine restructuration. Donc, t'as des activités que je vais te dire gérer. Celle où je vais te donner, c'est une part plutôt d'opérationnel. Donc, tu as les activités de consulting, de formation, les activités du coup ensemble, agence personal branding que je mets ensemble. Et tu vois, ça, je suis en train de les restructurer aussi, puisque moi, j'ai beaucoup voyagé. Je sais pas où tu veux qu'on aille, mais on va dire que les 30 premières années de ma vie, j'ai beaucoup profité et beaucoup voyagé et je me suis bien amusé. Et là, je rentre dans, tu sais, un peu la maturité de vouloir vraiment structurer les choses correctement. Donc, avec toute la construction holding, reprise de participation dans les différentes sociétés que j'avais en nom propre, rachat, revente de différents projets. Donc, en vrai, c'est très mobile en ce moment.
Et donc, tu vois, je ferme la tourisme, je regroupe deux activités consulting formation sur la holding. Il y a la nouvelle société de podcast, etc. Et après, il y a les autres activités où j'ai pas du tout un rôle opérationnel dedans. Donc, je les mets, tu vois, je les compte pas dans mes différentes activités dedans, quoi. C'est plus des prises de participation ou alors de la, comment ça s'appelle, de l'apport d'affaires, j'ai envie de te dire, dans le sens où c'est des boîtes où j'envoie du business juste sur des rencontres et Ok. pas, j'ai pas de rôle vraiment opérationnel dedans, puisque ces sociétés ont été créées pour qu'elles tournent toutes seules sans qu'il y ait vraiment d'apport dessus, quoi. Elles ont été automatisées au maximum. Donc Ok, voilà. très bien. Et donc j'imagine que pour certains de tes business, le but c'est de rester en solo, comme le consulting, Ouais. et d'autres c'est de rapidement trouver un associé ou un employé qui va prendre le rôle du CEO. Comment tu vois Ouais. les choses? Et ben tu vois là-dessus, il n'y a pas de règle pareil, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas du tout structurées ou du moins moi j'ai pas un seul format qui m'intéresse. Comme je t'ai dit, il y a des trucs que j'ai monté tout seul. La première boîte dans l'événementiel, j'étais tout seul, j'étais aidé de ma compagne, mais je veux dire, tu vois, sur les papiers, j'étais tout seul. Sur les activités de consulting, je suis tout seul, mais en réalité, sur les missions, ça m'arrive de gérer justement plus de 70 personnes, où Ok. ça va être soit des consultants, soit des personnes qui sont recrutées pour l'occasion, etc. Donc, tu vois, c'est pas réglé, c'est des besoins qui vont être plus, je dirais, ponctuels sur le côté consulting. Là, on parle de missions pour, tu vois, le comité olympique, Mhm. l'agence régionale de santé, enfin, l'État, enfin, ce genre de trucs. Donc, c'est des missions qui durent plusieurs mois et qui nécessitent des besoins en fait spécifiques à chaque mission. Et donc, dans ces cadres-là, on recrute les besoins, ce qu'on a besoin, tu vois, pour réussir cette mission-là. Donc, des fois, on va être 6 et des fois, bon, on va être plus de 70, quoi. Donc, c'est très, très varié. Après, sur les autres activités, style tourisme, référencement local ou, tu vois, le studio, là, c'est des activités où j'ai toujours été associé avec des personnes. Mais pareil, pas de règles, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique où euh, c'est une rencontre humaine et au Mhm. final, ça fit et on se dit, on voit qu'il y a un truc à faire ensemble et, euh, et ça avance ensemble, tu vois. Donc, pas forcément formalisé là-dessus non plus. Ça dépend les objectifs de chacune de ces boîtes. Ça dépend le fonctionnement et surtout les réalités, tu vois, du terrain qu'il peut y avoir. Donc, tu vois, en fait, c'est ça. Tu vas voir que je vais avoir beaucoup de messages nuancés pour te répondre Mhm. à tes questions. Tout simplement parce que ce soit pour moi ou justement tous les multipreneurs que j'ai à interviewer, bah, en fait, t'as pas de règles 100% établies où tu as une seule manière de faire. Et comme, tu vois, on est sur un podcast où tu veux donner des idées à des personnes qui veulent se lancer, je vais beaucoup nuancer mes propos parce que mon but, c'est pas de faire croire qu'il y a qu'une seule manière de faire ou aller vraiment dans cette direction, tout simplement parce que bah, tu le sais, tu m'as dit que tu venais des médias, tu sais que des fois la parole, elle peut avoir un impact assez fort Mhm. sur le choix et la stratégie qui est employée. Donc je vais essayer, tu vois, de donner un peu ce spectre assez large pour aussi que chacun puisse se retrouver, tu vois, dans les personnes qui nous écoutent, puissent se retrouver en se disant, ah ouais, moi ça m'intéresse plus ça, ou alors plus cette version-là, Mhm. parce que c'est une réalité de chacun, quoi. C'est un super rappel et effectivement, j'hésite à faire un petit disclaimer en introduction de ce podcast à chaque fois Mhm. parce que c'est exactement j'en suis venu à exactement la même conclusion après presque plus de 15 ans d'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, il n'y a pas une seule façon de gagner, il n'y a pas une seule façon de perdre, et chacun est différent, et c'est pour ça que moi les contenus du type, tu vois, 3 étapes pour lancer ton business, enfin, oui, ça peut être utile pour vraiment peut-être capter l'attention de certaines personnes et leur donner une direction, mais ensuite on réalise que en fait, ouais, y a rien y a rien qui est défini. Et je pense que ouais, tu l'as expliqué beaucoup plus clairement que moi, donc merci. Mais effectivement, n'hésite pas à nuancer tes propos et même mes questions, peut-être je les orienterai pour qu'elles aient plus de sens par rapport à cette pensée. Donc ouais, c'est top. On passe à... Ouais. Justement, ouais, par rapport à ça, tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit.
Effectivement, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de recette miracle sur comment lancer ou gérer une boîte. Par contre, le fait de donner des étapes, des fois, ça permet juste de clarifier Mhm. la pensée et en fait des choses à faire. Et tu vois, moi, la question qui me revient le plus souvent pour les personnes justement qui veulent se lancer, c'est OK, mais je commence par quoi? Et ça, c'est toujours la grande question. Et en fait, il y a un besoin, il y a un vrai, réel besoin de, OK, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Et sincèrement, moi, j'ai pour objectif, alors peut-être un peu idéalisé, mais de réussir, tu vois, sur toute ma vie d'entrepreneuriat, à arriver à créer une sorte de process qui peut guider justement les personnes qui le souhaitent dans l'entrepreneuriat avec ces premières, tu vois, ces étapes euh, je dirais le plus shorté possible pour avoir justement ces différentes enfin pour avoir accès aux différentes envies qu'on a et que, surtout que ça puisse marcher pour tous les types de projets et c'est ça la grande difficulté, tu vois, c'est de réussir à créer un process qui puisse marcher dans une majorité des cas parce que si tu lances une startup ou si tu lances du service de freelancing, bah, ça a rien à voir entre les différents projets, quoi. Et j'ai l'impression que tu t'attaques aussi bien au business physique qu'au business digitaux. Mhm. Donc ce process, tu aimerais également qu'il s'applique aux deux Ouais. mondes? Ok. Ouais, parce que je pense qu'il y a foncièrement des similitudes entre ces différentes activités. Ça reste de l'entrepreneuriat. Alors bien sûr que tu vas pas avoir les mêmes problématiques, tu vas pas avoir les mêmes besoins. Tu as besoin d'un local, t'as pas besoin de local. Enfin, tu vois, déjà, c'est foncièrement la même Mm. chose. Tu peux distribuer en local ou tu peux distribuer de manière illimitée en ligne. C'est encore pas la même chose. Mais déjà, il existe des ponts entre les deux. Donc déjà, ça, c'est une réalité. Et surtout, je pense qu'il y a quand même, notamment, tu vois, dans les premières étapes, et c'est ça un peu aussi que j'essaie de défendre, et je suis content que tu vois que tu m'invites, c'est pour ça que j'ai répondu aussi favoritairement à ton invitation, c'est que sur les premières bases, je pense que le message que j'ai aussi envie de faire passer aujourd'hui, qui est peut-être un peu générique, mais qui est réel, c'est savoir où tu veux aller, Mhm. parce que ça va être, et notamment pour les personnes qui ont plein d'idées ou qui écoutent typiquement ce genre de podcast pour chercher des nouvelles idées, c'est cool d'avoir plein d'idées, mais la question, ça va être de savoir, ok, mais lesquelles concrètement sont bonnes, et du coup, surtout, quelles sont les idées qui sont bonnes pour moi. Mhm. Et quand je dis pour moi, on est bien d'accord que c'est pour la personne qui est en train de se lancer. Et ça, je pense que tu vois, c'est la première grosse étape à, à aller définir, à aller chercher, c'est où est-ce que je veux me retrouver bah, pour voir si les projets qu'on me propose ou les idées que je regarde, elles vont m'emmener dans cette direction ou au contraire, elles Mhm. vont m'en éloigner, quoi. Ok. Avant de passer à la première idée de Ouais, business, j'ai juste une autre question pour toi. ouais, On dit souvent que l'idée, en fait, c'est que dalle parce que tout le monde a les mêmes idées, mm, etc. Et que ce qui est super important, c'est l'exécution. ouais, Et j'ai longtemps été partisan de cette approche parce que effectivement, tu vois, tout le monde avait eu l'idée de faire Facebook, Uber, tu vois, pas tout le monde, mais tu comprends le message. Euh, et donc que l'exécution, c'est vraiment l'aspect le plus important. Et puis dernièrement, je lisais un article. Alors, je sais plus quel était l'article. C'est dommage, j'aurais pu le mettre en référence, mais bref, peu importe. bah, Où tu le le, retrouveras au pire, euh, puis tu mettras le ouais, lien pour ceux qui j'ai- nous écoutent. j'essaierai, mais je sais pas comment je vais le déterrer cet article, mais j'essaierai en tout cas. Et le mec, c'était un VC. Il expliquait qu'en gros, idée versus exécution. Avant, oui, c'était applicable, mais aujourd'hui, surtout à l'ère de l'IA, où finalement l'exécution, elle, il y a presque des raccourcis entre guillemets pour arriver à mettre en place ou à tester ou à valider une idée de business. Lui disait qu'il voyait que sur les prochaines années, l'idée va redevenir le l'aspect le plus important dans l'entrepreneuriat. Ok, Que- intéressant. Quelle est ta vision, toi, sur ça? T'es Ouais. full focus Euh, sur l'exécution? Tu te dis les idées, de toute façon, j'en ai une spreadsheet pleine, donc à la limite, c'est juste tester, exécuter, ou c'est un mix des en- deux ou... ouais, sincèrement, comment dire ça? Tu sais, là, tu parles justement que l'exécution vaut tout. Si tu regardes bien, il y a un schéma très connu qui parle de ça. C'est pas exécution vaut tout ou idée vaut tout. C'est idée fois exécution. Donc Mhm. pour moi, c'est une multiplication. Et donc ça va juste dépendre de ta qualité d'exécution et de ta qualité d'idée. C'est-à-dire que si tu as une idée vraiment pourrie,
et que, on va dire, si on doit lui mettre une note sur 10 et qu'elle est à 0, tu peux faire toute l'exécution du monde, il y a de grandes chances que ça fasse 0. Mhm. Et de la même manière, si tu as une idée qui est super cool, mais que tu fais 0 en exécution, bah, si tu fais rien, ton idée, elle a beau être géniale, bah, tu seras à 0 aussi, donc tu n'auras pas avancé. Donc, c'est juste que globalement, c'est quand même très dur d'avoir une idée qui vaut vraiment 0, 0, 0 si tu es une machine d'exécution. Donc souvent, on parle, tu vois, on dit que l'idée, elle vaut au minimum 1. Et donc même si tu as une exécution de 1 ou 200, bah, en fait, tu es déjà à 100. Alors que si tu fais rien pour une idée à 10 000, en fait, tu es toujours à 0. Et c'est surtout là-dessus en fait, que ça évolue. Donc c'est ça un peu ma vision. C'est un schéma très, très connu, mais c'est vraiment celle que je partage. C'est-à-dire que c'est un mix des deux. Et il faut pas oublier que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as l'idée, tu as comment tu l'exécutes, mais tu as aussi en fait tout ce qui est l'environnement autour, c'est-à-dire les rencontres que tu vas faire, le momentum. Mhm. Tu lances une activité, ça marche, ça cartonne. Des fois, c'est parce que tu l'as lancé au bon moment. Je te donne juste un exemple pour illustrer ça. Moi, tu vois, quand j'ai lancé ma première boîte, donc on était en 2014, j'ai trouvé un truc qui était magique, que personne n'utilisait en 2014. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce fonctionnement, il faut qu'on l'utilise partout. C'était des QR codes. Et ce QR code-là, bah, tu vois, en 2014, moi, je le mettais sur toutes mes affiches pour les inscriptions, je faisais de l'événementiel. Et ben, ça marchait pas du tout parce que les gens, ils n'utilisaient pas de QR code. Covid arrive, là, le QR code, t'en as partout et tout le monde utilise ça et tout le monde est... C'est normal qu'il y ait un QR code. Je veux dire, même tes parents, ils utilisent des QR codes, ils savent Mhm. l'utiliser. Mais en 2014, même des étudiants qui avaient un smartphone, et déjà, pas tout le monde avait un smartphone en 2014, c'est pas Mhm. si vieux que ça, euh, bah, ils l'utilisaient pas. Et donc, tu vois, c'est des trucs tout cons où en fait, tu te dis, putain, mais l'idée, je l'avais, moi. Ouais, ok, mais t'étais pas au bon moment, donc en fait, laisse Mhm. tomber, quoi. Donc, il y a des petits trucs comme ça où en fait, tu peux pas maîtriser. Là, tu vois, je te parle du podcast. Parce que bah, tu vois, on est en train d'en faire un aujourd'hui et parce que j'ai lancé un studio là-dessus. Bah, super, je l'aurais lancé il y a 2 ans. Franchement, compliqué de lancer un studio de podcast où les gens allaient louer pour pouvoir tourner dans un cadre ultra professionnel avec des caméras de cinéma, dans un décor de ouf. Parce qu'il y avait personne qui faisait du podcast ou très peu de monde qui faisait du podcast il y a 2 ans. Donc, tu vois, c'est aussi des idées de momentum. Et là, sincèrement, tu vois, pour te parler du podcast, c'est encore trop tôt. Là, je sais que, tu vois, on lance ça à Montpellier, le premier studio qu'on a lancé à Montpellier. Par rapport au marché montpelliérain, c'est encore un peu trop tôt. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'agence de personal branding. C'est aussi Mhm. utiliser ce local et pouvoir optimiser ça, faire connaître le studio parce que bah, les gens, on les fait tourner chez nous. Et après, eux, en autonomie, ça leur donne des idées. Ils disent, ah ouais, en fait, je vais peut-être lancer un podcast parce que ça serait bien pour mon personal branding et que ça serait plus facile. Oui, effectivement, on n'y avait pas pensé. Et donc, tu as compris que c'est pour ça aussi qu'on fonctionnait comme ça. Mais il y a une vraie logique de timing. Et donc ça, tu peux pas forcément le maîtriser. Donc, idée important, exécution ultra important. Et après, il y a plein d'autres éléments que tu maîtrises pas, mais que forcément, tu es plus à même de dépasser et de réussir si tu exécutes énormément ce que tu es en train de faire, quoi. Dans les choses que tu ne maîtrises pas, est-ce que tu considères la chance aussi? Est-ce Bah, que la pour, chance, pour toi, il y a un ouais. facteur chance dans la réussite d'un entrepreneur? Ouais, bah bien, enfin, tu peux pas, enfin, c'est la chance. Après, c'est encore un discours un peu bateau, mais la chance, ça se provoque, tu vois. Je fais encore Mhm. un exemple. Moi, j'ai eu énormément de chance. Je suis passé par STAPS en études, tu vois, fac de Ok. sport, Mhm. management du sport, et je me suis retrouvé en management entrepreneurial avec un master en entrepreneuriat. Curieusement, il y a zéro équivalence entre ces univers-là. Tu peux pas faire une licence en STAPS en fac de sport et arriver en master en entrepreneuriat. Parce que bah, il y a pas de, comment ça s'appelle, de transfert, de liaison entre les deux. Donc Ok. j'ai eu de la chance d'avoir mes équivalences pour mon master. La réalité, c'est que je voulais vraiment faire ce master-là et que j'ai traversé la France. J'étais dans l'est de la France et je suis allé à Montpellier parce que ma copine avait une opportunité là-bas, que j'ai préparé un dossier et qu'en fait, le jour de la rentrée, je me suis pointé et j'ai dit coucou, je m'appelle Yann Second, je suis très motivé, je vais faire votre master. Et qui m'ont dit oui, mais monsieur, ça se passe pas comme ça, faut candidater en avril et là, on est en septembre. Et vous allez faire quoi, quoi? Je dis bah, moi, j'ai traversé la France, je vais faire votre master. Le mec a bugué, il est allé voir le doyen.
Et il est redescendu 5 minutes après. Il m'a dit bon bah ok, à lundi. Et c'est comme ça que j'ai eu mon équivalence, tu vois. Donc oui, j'ai eu de la chance. Peut-être que le gars aurait pu me dire non. La réalité Hmm. aussi, c'est que ça, c'était le premier master d'entrepreneuriat que j'ai eu, auquel j'ai candidaté le jour J. Et que la réalité, c'est que j'avais encore 3 fois le même dossier de préparer parce que le lendemain, tu avais eu un autre master en entrepreneuriat. Le surlendemain, il y en avait encore un autre et encore un autre. Donc, je les aurais tous faits. Peut-être que j'aurais eu 0 à tous. Mais bon, j'ai eu de la chance, tu vois. Donc, c'est ce genre J'avais de un plan. message. J'avais un plan, mais le gars aurait pu dire non. Peut-être que le deuxième aurait dit oui, mais peut-être pas, tu vois. Hmm. Ok. On passe à la première idée de business. Mais avec grand plaisir. Je t'en prie. Ouais, bah, sincèrement, tu sais, le message que je t'ai envoyé, tu m'as dit, ouais, moi, je veux des idées de business. C'est ça qui t'intéressait. Et moi, je te dis, ok, mais ce qui est, je pense, plus important, c'est de définir les types de projets et les types d'idées de business qui peuvent exister. Parce qu'en fait, en fonction de ce que tu as réellement envie, toi, bah, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que les idées de business que j'ai envie de donner, c'est pas forcément des idées de business pareil innovateurs. Je suis pas là pour réinventer. Il y a plein de manières de faire pour trouver des idées de business. Il y a déjà d'écouter ce podcast, mais il y a aussi d'aller sur Quora, d'aller sur LinkedIn, d'écouter vos proches, enfin de regarder, d'écouter tous les besoins qu'il peut y avoir. Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, de faire passer comme message aujourd'hui et que je vais illustrer avec des idées de business, c'est vraiment les 5 types de business vraiment que tu peux lancer, et notamment quand tu es multipreneur. Je sais pas si ça Mhm. te va que C'est je te parfait. présente du coup le type, tu vois, de business, et après on part sur un exemple, et même presque on peut le construire ensemble, tu vois, cette idée de business. Ça te C'est chauffe? parfait. C'est parfait. Super. Top. Donc du coup, pour ceux qui nous écoutent, tu vois, en me basant sur ma propre expérience et toujours sur les 100 interviews de multipreneurs, plus bah, toutes les rencontres comme toi d'entrepreneurs où on s'est rencontrés comme ça, j'ai déterminé qu'il y avait 5 grands types de business. Et en fonction du type de business que tu es en train de choisir, bah, ça te rapporte pas la même chose. Et pourquoi j'ai déterminé ça et pourquoi c'est ultra important d'être au clair avec quel type de business en fait on veut lancer, c'est parce que si on se trompe dans le type de business qu'on est en train de lancer, c'est-à-dire que tu lances un type de business en espérant un autre retour sur investissement que ce que ce type de business peut t'apporter, et bien forcément, c'est là où ça marche pas. Et donc pour ça, premier type de business, le classique, et ce que la plupart des personnes qui sont en train d'écouter ce podcast sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle des business à cash flow. Donc, business à cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est des business qui te donnent, comment dire, qui te permet de générer un revenu régulièrement. En gros, le business qui va te permettre de bouffer ou alors de t'enrichir rapidement, puisque tu gagnes régulièrement des sous grâce à ce business-là. Euh, Est-ce que cette définition, du coup, elle est assez claire pour toi, Ronan, ou pas? Très clair. Très claire. En vrai, le plus facile pour commencer, c'est basique, mais n'importe quel business, si tu veux du cash flow, l'activité la plus facile à faire, c'est n'importe quelle activité de freelancing pour laquelle tu es doué. Tu as une compétence que tu possèdes, tu sais faire du design, bah, fais des sites, enfin je veux dire, fais des sites ou fais des logos, tu sais faire des sites internet justement, bah, créer des landing pages, je sais pas quoi, tu sais faire du copywriting, fais ça, t'es plombier, tu sais réparer des éviers, ben, sois plombier. Entre guillemets, tu as toutes des activités où tu as vraiment une compétence, c'est le plus facile pour lequel par commencer, enfin il n'y a pas de secret puisque tu échanges une expertise, tu échanges ton temps, on est bien toujours sur une logique de t'échanges ton temps, donc une temps, quand je dis ton temps, c'est ton expérience, et bah, tu gagnes de l'argent contre ça. Donc c'est le plus facile à activer pour gagner de l'argent rapidement, puisque ben, ça peut commencer en gros aujourd'hui, quoi. Mhm. Et même le plus basique du basique, on fait un exemple, tu sais tondre de la pelouse, ben, tu vas voir ton voisin, tu lui demandes de tondre la pelouse, il peut te donner de l'argent comme ça y est, tu as fait ton premier chiffre en entrepreneuriat, quoi. Peut faire plein de choses comme ça. Donc ça, c'est un business qui, effectivement, sur le papier, et notamment vu tout ce qu'on écoute sur les business automatiques, ce genre de choses, euh, n'est pas sexy. N'est pas sexy du tout. Par contre, la réalité, c'est que c'est un business qui peut te ramener du cash très rapidement, euh, et qui nécessite souvent zéro investissement ou vraiment pas grand-chose. Et là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de réfléchir vraiment foncièrement qu'est-ce qu'on kiffe faire,
Et quand je dis kiff, c'est-à-dire quelle est la compétence que j'aime bien faire ou l'activité que j'aime bien faire et pour laquelle je suis prêt à consacrer pas mal de temps pour bah, l'échanger contre de l'argent. Et il y a un petit effet qui se coule là-dedans, c'est que bah, forcément, plus tu as d'expérience dans cette activité, plus tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent par rapport à cette même activité. Et forcément, bah, ça veut dire que si ton objectif, c'est pas de vivre de ça ad vitam aeternam, bah, en fait, tu vas pouvoir juste soit monter tes prix petit à petit et gagner de plus en plus d'argent que soit tu mets du côté pour investir après, soit au contraire, être dans une logique où bah, tu travailles moins longtemps, mais tu gagnes toujours la même chose puisque tu as augmenté tes prix. Donc, exemple, tu commences, tu sais faire du design un tout petit peu parce que tu viens de commencer sur Photoshop ou tu sais utiliser de l'IA maintenant pour faire des logos ou autre. Tu vends ton premier logo, même gratuit au début pour avoir des références. Ensuite, tu vas commencer à vendre ton logo à 50 balles pour faire ça. Et tu vas faire 50 balles, ça va peut-être te prendre une demi-journée ou une journée complète pour faire ton logo la première fois parce que bah, tu es nul à ce que tu es en train de faire. Et ensuite, tu continues de le faire plein de fois, plein de fois, plein de fois. Finalement, tu deviens bon. Et finalement, tu le vends toujours 50 euros, mais au lieu de le faire en une journée, tu le fais en une heure. Donc, tu vois, en fait, tu as gagné x8 Mhm. si tu travailles 8 heures par jour, x8 ce que tu es capable de faire. Ça veut dire que tu peux faire 8 logos à la journée. Donc, tu gagnes plus 50 euros par jour, mais tu gagnes 50 x 8, 400 euros par jour. Et donc, ça veut dire qu'avant, tu avais besoin de toute une semaine pour gagner tes 400 balles et maintenant tu peux le faire en une journée. Donc après, à toi de voir, deux possibilités. Soit, eh ben, je préfère travailler qu'une seule journée et avoir mes 400 balles pour, comment dire, pour me consacrer mon autre temps à autre chose. Ou au contraire, moi ce qui m'intéresse c'est de vraiment augmenter mes revenus. Donc cette fois-ci, ben, je fais 400 balles, mais je continue de le faire sur tous les jours de la semaine. Et donc tu gagnes plus tes 400 euros à la semaine, tu gagnes 400 fois 7, tu es déjà à 2800 euros Mhm. par semaine, quoi. Donc ça, j'ai pris l'exemple du logo, mais ça marche pour absolument tout. Ça peut très bien marcher pour nettoyer des vitres de magasins, ou ça peut marcher pour faire ouais, des logos, donner des cours, enfin tout, n'importe quelle compétence que la personne qui nous écoute peut avoir. Est-ce que ça Et te... Ouais, vas-y. ouais, très clair, très clair. Donc, d'après ce que je comprends de ta vision des choses, c'est le modèle, c'est le type de business, business à cash flow, que l'apprenti entrepreneur, entre guillemets, devrait utiliser pour se lancer s'il n'a pas d'expérience? C'est... Alors, tu peux... c'est toujours pareil. Là, c'est juste que là, tu vois, c'est pas d'expérience, pas de moyens pour investir. Rien du tout, parce un autre business à cash flow, t'achètes un appart que tu mets Hmm. en loc, c'est du cash flow. Ouais. Donc, mais là, il faut quand même que tu achètes un appart ou une baraque ou un immeuble, ce que tu veux. Mais c'est juste qu'en fonction de ta situation, c'est pas forcément la plus adaptée. Là, j'ai pris ces exemples-là, tu vois, plus orienté freelancing, mais tu peux regarder n'importe quel autre business qui te rapporte des revenus récurrents. Ça peut très bien être lancer une communauté. Tu lances Hmm. une communauté où tu as des personnes qui... En fait, tu as une thématique. Imagine-moi, là, j'ai une thématique sur le multipreneuriat. Bah, je veux lancer une communauté où les gens ils vont payer 50 balles par mois pour être dans ma communauté. C'est un abonnement qui va venir tous les mois. C'est quelque chose qui génère du cash flow. Après, la réalité, c'est que pour réussir à mobiliser Hmm. créer une communauté, la monétiser, etc., c'est quand même beaucoup plus difficile que Ouais. de commencer à faire des logos, de s'inscrire, tu vois, sur Fiverr ou tous les trucs de freelancing qui peuvent exister. Mhm. C'est juste là-dessus. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a des business qui sont faits pour générer du cash. Et souvent, principalement, c'est en fait des business de service, Mhm. puisque t'as pas besoin de fabriquer un objet, t'as pas besoin de réfléchir, de faire ceci. En fait, tu as une action et quelqu'un te paye pour que tu réalises cette action. Donc, mécaniquement, c'est le moyen le plus rapide pour générer des premiers euros, puisque on te paye pour faire ce que tu fais. Et c'est juste que c'est toujours mieux d'être, enfin, toujours mieux. Il y a pas de règle, mais je veux dire, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, bah en fait, même si c'est du freelancing et que ça pourrait ressembler presque à du salariat, bah en fait, tu vas quand même capter quelques bases Hmm. et tu vas quand même apprendre plein de choses de par cette aventure. Parce que là, tu vois, on a fait le schéma le plus, comment dire, rapide pour expliquer tout ça. Mais quand tu veux passer de 50 euros à la journée à rentrer 8 clients par jour, bah, il va falloir que tu les trouves, tes clients. Donc, Mhm. tu vas déjà capter à, OK, comment je fais pour trouver des clients? Comment je fais en fait pour définir une offre, pour
pour vendre mon truc, etc., etc., etc. Donc en fait, ça va t'apprendre plein de choses qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite là-dessus. Donc, première idée de business, tu veux faire du cash flow, tu pars de rien, t'as pas de sous, tu connais personne, tu sais pas faire grand chose parce que tu débutes et c'est ok. Hein. Moi, je connaissais rien non plus au début quand je commençais. Il y a encore plein de choses que j'apprends parce que je suis très loin de connaître tout. Euh, Bah juste, tu trouves ce qui te fait kiffer. Moi, tu vois, c'était premier business, je peux te le dire, c'était des soirées de beer pong. J'étais Ok. dans les bureaux étudiants. Donc, ma compétence, c'était quoi? Je savais organiser des soirées. Ben, en fait, j'organisais des soirées toutes les semaines. Mhm. Et j'ai organisé des tournois de beer pong. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, quand j'ai commencé ça, à ce moment-là, j'étais étudiant, j'avais besoin de payer mes études. Et en fait, en faisant des tournois de beer pong, je me suis rendu compte que le premier mois, bah, je gagnais plus que mes deux parents réunis en faisant une Mhm. soirée de beer pong par semaine, tu vois. Et Mhm. donc là, on est sur du full cash flow. Mais pareil, j'ai juste monétisé une compétence que j'avais, c'est-à-dire organiser des super soirées. Donc j'ai commencé à organiser des super soirées et les gens me payaient directement Mhm. pour participer à ces soirées. Donc voilà, moi j'ai commencé par ça, mais j'aurais su faire du design, j'aurais commencé par peut-être des sites internet ou des logos, tu vois, ou autre chose, quoi. Mais moi, ce que je savais faire à cette époque-là, c'était faire la fête et organiser des soirées. Donc, j'ai commencé par là, quoi. Très cool, très cool. Tu veux passer à Ouais. à l'autre type de business? Ouais. Est-ce que ça t'allait comme réponse ou tu veux des idées un peu plus vraiment concrètes ou tu vois, Non, très bien. Après, c'est vrai que j'ai très bien compris ta notion de business à cash flow. Hmm. J'allais peut-être te demander effectivement quelles Ouais. sont les tendances que tu vois, plus si on se concentre sur l'aspect le mec est salarié, Mhm. il a une expérience, il a une connaissance d'un certain marché, d'une certaine industrie, et il veut se lancer en tant que freelance pour faire du consulting. Quelles sont les tendances que tu vois en ce moment sur ce type de business? Est-ce que tu as des exemples peut-être de, de, de ta communauté ou de personnes avec qui tu es en contact qui se sont lancées comme ça? Ouais. Bah écoute, on peut prendre, je veux dire, trois exemples. Un Ok. qui fait de la compta. Bah, Mhm. il fait de la compta, il sait remplir des dossiers fiscaux, etc. Bah, en fait, lui, ses services, il les vend pour remplir comment dire, les impôts des particuliers. Mhm. Parce que lui, sa compétence, c'est de la comptabilité. Je t'en prends une autre que j'ai pris en consulting, qui est très sympa. Je lui fais un petit coucou si jamais Aquavie. Elle fait de la gestion client, tu sais, par téléphone, vraiment service téléphonique, gestion client que tu peux avoir, qui t'appelle là 1000 fois par jour, etc. Donc là, tu vois que par rapport à une compétence de comptable, on n'est pas sur la même chose. Ben en fait, elle s'est rendue compte que le fait d'écouter les problématiques des gens toute la journée, de trouver des solutions, bah, en fait, elle était super forte là-dedans. Et en fait, là, elle se retrouve à proposer à sa boîte, à sa propre boîte, des événements ou d'organiser en fait pour mettre en valeur et répondre aux problématiques des autres salariés de sa boîte ou des autres boîtes de ses potes, etc. Donc, tu vois, là, je veux dire, t'es vraiment sur. Et moi, de toute la journée, j'écoute des problèmes, je sais les identifier et essayer de trouver des solutions. Bah, et si je faisais ça pour les personnes autour de moi. Et donc, en fait, elle est vraiment sur une première étape d'entrepreneuriat. Mais bon, là, tu vois, elle a commencé. Ça a commencé sous forme d'augmentation au début. Et là, tu vois, elle va passer en freelance pour pouvoir facturer ça aussi au niveau de sa boîte. Donc, trop cool. On est sur ce genre de système. Et si tu veux une autre compétence, ben, si tu es dans le design, on remet encore un petit coup de logo sur le tapis. Mais je veux dire, tu vois, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Si tu es coiffeur, ben, commence à couper des cheveux de tes potes. Enfin, Mhm. si tu es dans l'agroalimentaire, là, bah, écoute, va falloir trouver quelle est la compétence que tu as, soit dans ton travail. Et si dans ton travail, tu trouves pas que tu as quelque chose à monétiser, je pense que tu as d'autres choses dans ta vie que tu sais faire, ou que tes potes te disent, ouais, toi, t'es trop doué pour ça. Et bah, super, c'est déjà un bon début pour essayer de monétiser ça. C'est vrai que ça, c'est un bon hack de demander à ses potes et à ses proches où est-ce que tu me vois, dans quel type de business tu me verrais bien fonctionner.
quels sont mes points forts, mes points faibles. J'avais entendu un mec aussi sur un podcast qui avait, il avait poussé le truc un peu loin. Il avait fait un formulaire qu'il Mm. avait envoyé, et le formulaire était anonyme. Donc les Ok. gens, même les proches, etc., ils étaient super cash et ils demandaient, s'il vous plaît, il y a pas de filtre en fait. Vraiment, Mm. répondez à ces questions. Et ça l'avait vraiment aidé à voir des choses qu'il voyait pas lui-même en fait. Parce que trop tête dans le guidon, trop, tu sais, on peut pas te dire, mais effectivement, lors d'une conversation, un pote, il peut te dire, ah ouais, j'ai remarqué que toi, t'es à l'aise là-dedans, ou ah tiens, t'as un bon relationnel avec les gens, et tu te dis, ah bon, j'avais pas remarqué. Enfin, tu vois, donc ça, c'est un truc qui peut, bon, après, ça peut blesser aussi, je pense. Donc, attention quand même, Ouais. ouais, faut assumer derrière recevoir les réponses, quoi. C'est clair. Bah, je t'avoue que je vais être un peu plus nuancé aussi que toi. C'est-à-dire que tu vois, ce truc d'envoyer un questionnaire, moi, je l'ai fait aussi à mes proches Ok. avant la découverte du multiprenariat, justement, quand je me suis installé à Mayotte, il y a quoi, maintenant ça va faire 5 ans à peu près, 5 6 Mhm. ans, euh, où justement, je savais plus trop ouais, tu sais, ce que j'allais faire, où j'allais aller, etc. Donc j'avais fait ces éléments-là et avec ma qualité et défauts creusés. Donc franchement, ultra intéressant comme exercice. C'est vraiment anonyme aussi, très cool de voir les réponses de chacun. Sur la partie que je vais nuancer par rapport à ce que tu as dit, c'est de prendre des conseils de où les autres te verraient en business. Parce qu'en fait, souvent, quand tu es entrepreneur, honnêtement, tu as déjà une énorme pression sociale et Mhm. sociétale, tu vois. Déjà, tu fais pas comme les autres, souvent. Tu fais pas comme ta famille, sauf si tu as une famille d'entrepreneurs, mais souvent, on capte pas ce que tu fais, tu vois. Mais tu fais quoi dans la vie concrètement? C'est assez complexe parce que t'es pas infirmier, t'es pas prof, enfin, t'es pas, tu vois, des métiers qui se comprennent qui sont dans notre quotidien, en fait, tout simplement. Donc, des fois, c'est un peu dur pour la famille à appréhender. Et surtout, c'est très dur de prendre des conseils, tu vois, entrepreneurial ou autre, de dire, ah, bah ouais, je vais aller me lancer là-dedans parce que ma famille dit que, ah, bah, ça serait bien que je lance, je sais pas, moi, une société de fleuriste. Ouais, Mhm. mais t'aimes les fleurs. Bon, bah, lance une société de fleuriste. Ouais, ok, c'est cool, mais en vrai, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc, il y a aussi Ouais. ce truc où c'est cool de prendre des informations et des feedbacks de la part de la famille. Mais moi, tu vois, je vais être plus attentif à ce que tu as dit au début et où je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est plus sur les signaux faibles. C'est-à-dire que, tu Mhm. vois, toutes les fois où tes potes, ta famille te disent, mais sans que tu leur demandes, ouais, mais ça, c'est facile pour toi. Ah, mais ça, tu sais le faire. Ah, mais t'es trop doué là-dedans. Ah, mais oh, Mhm. tu gères. Bon, moi, il se trouve que c'était le beer pong. Bon, bah super, tu vois. Je dis ça en charriant. Mais voilà, et c'est ces signaux faibles-là qu'il faut réussir à capter. Tu vois, ma compagne, elle est ultra douée pour en fait, socialement, elle est trop forte. Ben, si un jour elle doit passer dans l'entrepreneuriat, il faut qu'elle aille là-dessus parce que Mhm. c'est une compétence fondamentale où en fait elle arrive à cerner, à capter les personnes, à les toucher au plus profond de leur cœur. Enfin, trop forte. Mais du coup, ça, c'est quelque chose. Moi, j'irai jamais là-dedans parce que c'est pas mon, tu vois, c'est pas mon truc. Mhm. Donc chacun ses forces. Et ça, tu l'entends dans les remarques et dans les feedbacks de ton entourage. Ouais, il faut juste y être attentif. Et Ouais. c'est assez difficile en fait. Limite, faudrait se mettre un petit rappel chaque jour. Ouais, effectivement, sois attentif aux signaux faibles. J'aime Mm. bien ça, cette idée. Ouais, carrément, carrément. Et ces signaux faibles, faut les avoir de la même manière pour, tu vois, l'entrepreneur. On parle d'idée de business ici, Mhm. mais je pense que tu vois, la vraie clé, elle est là. C'est qu'est-ce qui saoule les gens autour de toi. Mhm. Si tu apportes une réponse à ce qui les saoule, tu as forcément un business. Et après, tu vois si ce business-là colle avec tes aspirations personnelles. Et c'est là où, tu vois, le filtre, il se fait naturellement. Tu vois, au début, tu as dit trop d'idées pour n'en faire qu'une. Des idées de business, j'en ai voilà, des dizaines tous les jours. Mais l'idée, c'est de voir, OK, bon, j'ai une idée. Ah oui, c'est trop cool. Mais là, est-ce que celle-là, bah déjà, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle est viable, est-ce que c'est cool, et en même temps, est-ce que ça va me rapprocher de ce que j'ai envie de faire ou pas? Bien Et sûr. si ça m'en rapproche, ok, ben on va creuser un peu plus dedans et voir si effectivement c'est un truc qui va être chouette ou si au contraire non. Et hop, idée suivante, tu vois. Mhm. Et on passe à l'autre chose. Parce que c'est pas la problématique, c'est pas d'avoir les idées de business, c'est de savoir quelle est l'idée qui va coller avec les aspirations de l'entrepreneur et que tu vas pouvoir justement concrétiser et amener au bout. C'est ça tout l'enjeu de l'entrepreneuriat finalement, je trouve. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si ouais, tu t'as beau avoir des idées de business ou lancer des business, mais si c'est pas aligné, et si tu le fais juste
pour la thune, pour te dire ok c'est bon maintenant je suis entrepreneur, checklist, ok c'est fait. Mm. Ça va, enfin tu vas tenir 1 an, 2 ans, mais après d'un moment ça va te faire chier, tu vas lâcher, ou alors tu vas continuer, mais ça va te mener à ouais ça va pas, ton business il va pas croître. Enfin, Mm. quoique encore une fois je vais rejoindre un peu ton compte de la nuance. Il y a des gens qui sont très forts, j'ai l'impression à prendre des business, ils ont aucun intérêt, mais ce qui les passionne, c'est de grossir le business. Donc, peu importe en fait, Ouais, mais tu l'as trouvé la... là, l'intérêt. Il est là. ouais, mais enfin, toi, est-ce que tu arriverais, par exemple, à te dire, je vais vendre, je sais pas, du matériel agricole si t'as aucun intérêt pour l'agriculture ou pour le monde agricole? Tu- Personnellement, Et... personnellement, non, mais parce que c'est pas ce que je recherche. Parce que moi, tu vois, on en parlait tout à l'heure, et c'est ça qui est magnifique. C'est que moi, l'entrepreneuriat, je le vois comme juste le moyen de concrétiser ce que j'ai dans la tête. J'ai une Mhm. idée, et en fait, l'entrepreneuriat me permet de créer les idées que j'ai dans la tête. Mon Ok. objectif, c'est pas de faire grossir un business, je m'en fous. Moi, j'ai des business qui sont tout petits, et j'ai des business qui sont un peu plus gros que les autres. Mais tu vois, en fait, mon objectif à moi, il est pas là-dessus. Par contre, j'ai un associé dans, tu vois, le studio de podcast, par exemple, qui est spécialisé dans le rachat d'entreprise. Mhm. Lui, il s'en fout. Genre, un business, c'est une feuille de calcul Ok. avec voilà combien ça coûte, voilà combien ça rapporte, voilà comment moi, si je le rachète, je peux le faire monter de là à là, et c'est tout. Et donc, Mhm. c'est-à-dire que son business et lui, son kiff, c'est comme tu as dit, il pourrait racheter un truc agricole, et je vais te donner les exemples de business qu'il a, tu vas comprendre tout de suite. Il a autant une agence marketing que des magasins de lunettes à travers toute la France. Tu vois, il a genre 80 magasins de lunettes à travers la France, et il s'en fout de vendre des lunettes. Et d'ailleurs, quand il rachète des boîtes, lui, il vient que 2 jours dans la boîte qu'il a rachetée. Et après, plus personne ne le voit, à part le directeur qui l'a positionné, plus personne ne le voit. Parce qu'il s'en fout du business. Lui, il veut juste Mhm. grossir son écosystème. Et quand je dis, et c'est même pas son écosystème pour le coup, lui, c'est son groupe. Il a un groupe d'entreprises. Il veut rajouter une brique, que ça l'amène à l'étape d'après, rajouter une brique, et il s'en fout complètement des synergies qu'il y a entre les boîtes. Parce que lui, sa spécialité, c'est identifier un type d'entreprise à racheter, Mhm. avec selon mais des critères ultra carrés et ultra comment ça s'appelle pas subjectif, objectif du coup, Ouais. vraiment Mhm. carré, tu vois. C'est ça rentre dans sa fiche de route, let's go. Ça rentre pas dans sa fiche de route, ça dégage tout de suite et il y a aucun affect là-dedans, tu vois. Alors que moi c'est pas du tout ça. Moi je suis dans le côté ah j'ai envie de me moi l'entrepreneuriat c'est pour me faire kiffer. C'est ça Mhm. mon objectif. C'est j'ai une idée dans la tête, comment je fais pour la concrétiser. Donc du coup, c'est sûr que si on nous compare, on n'a pas du tout les mêmes on n'a pas du tout les mêmes aspirations, on n'a pas du tout le même fonctionnement de faire. Du coup, on va pas viser les mêmes types d'entreprises. Lui, lancer un business, il s'en fout. Et d'ailleurs, pourquoi il rachète des boîtes? C'est parce que de 0 à, tu vois, 1 million, c'est souvent ce qui dure le plus longtemps quand tu lances une boîte. Tu as quand même une barrière qui est quand même assez énorme. C'est là où il y a énormément de risques que ta boîte elle coule, puisque tu testes, tu essayes. Et ben lui, justement, ça le saoule. Donc, son critère numéro un, c'est qu'il faut que la boîte, elle soit structurée et qu'elle fasse plus d'1 million à l'année. Bon, ok, tu vois. Mais Mhm. il n'arrivera jamais à faire ce que moi je recherche par l'entrepreneuriat, qui est de lancer mes idées. Si Ok. je rachète des Mhm. boîtes, je lance pas mes idées. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc ça Ouais, dépend bien de ton sûr. critère de où tu veux aller, en fait, tout simplement. Mhm. Très cool. Et dans tes associations ou tes Ouais. partenariats, tu essaies justement de trouver de la complémentarité ou tu vas t'associer aussi ou tu t'es déjà associé avec des entrepreneurs qui ont exactement la même mentalité que toi et la même feuille de route? Très cool que tu dis ça. Je t'avoue que j'ai failli en parler tout à l'heure, il y a 10 minutes là, quand tu Mhm. m'avais emmené sur quelque chose. Mais du coup, très, très bien que tu m'en parles maintenant. Pareil, pas de règles. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, tu vois, genre le tourisme, je me suis juste associé avec un pote avec qui j'ai grandi juste pour rigoler. Un autre, là où je suis associé, c'est un gars que j'ai rencontré aussi en master. Où on a juste un petit fit humain et lui, ça le saoulait de faire du démarchage. Donc en fait, moi, j'ai pris cette partie-là. Là, la dernière association sur le studio, c'est un gars que j'ai rencontré à un event, grosse dédicace à Kevin quand même, euh, que j'ai rencontré à un event entrepreneurial que j'organisais. Et au final, lui, il s'est trouvé qu'il y avait une vraie complémentarité. C'est-à-dire que lui a tout l'aspect technique
Tu vois, du studio, il vient du cinéma, le mec, il est ultra solide, il est réalisateur, il a fait des longs métrages, des courts métrages, des clips, il a interviewé plus de 400 entrepreneurs. Enfin, le gars, il connaît son métier sur le bout des doigts. Et pour ce type de projet, il fallait quelqu'un de technique. Et là, du coup, on est associé complètement par complémentarité. Moi, j'apporte le côté marketing, personal branding, même la partie, je dirais, podcast, tu vois. Et lui, il emmène tout, son, lumière, technique, enregistrement, caméra, enfin, tout ça, donc complètement complémentaire. Et d'autres rencontres, pas forcément les mêmes choses. Et ouais, pardon, et surtout pour répondre à ta question et qui va être le lien avec ce qu'on a dit juste avant, tu vois, moi, j'ai fait je la mets pas mon erreur, mais mon choix, et j'aime bien l'appeler comme ça, mon choix à 2 millions. C'est-à-dire que j'ai lancé une startup auquel j'ai concentré 6 mois, 6 mois de ma vie, là, dernièrement, avec un associé où on avait en fait exactement le même profil, donc je dirais profil multipreneur de pareil, visionnaire, gestion, etc. Et, euh, et du coup, on s'est trouvé dans une situation où on se marchait un peu dessus, déjà en termes on savait pas trop comment se répartir les rôles et comment s'organiser, surtout dans la première partie qui est quand même un peu opérationnelle, tu vois, quand tu lances ça. Et la deuxième chose, c'est que, ben, franchement, la petite boule au ventre je suis en train de lancer un projet qui a un potentiel énorme, qui marche. Le business model, il marche. On a des clients, on a de l'attraction, on a au momentum parfait, enfin, la boîte, tu sais qu'elle va marcher, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mhm. Parce que format startup, parce que levée de fonds, parce que du coup associé extérieur que tu maîtrises pas avec une logique aussi de burn, tu vois, de cash. Donc c'est-à-dire que tu dois dépenser en fait énormément parce que le but du jeu, et on va faire la transition comme ça, tu vas voir sur ton deuxième type de projet. Le but du jeu, du coup, c'est de grossir très rapidement pour revendre en fait ta boîte. Ouais. Et donc du coup, on est dans une logique où en fait, je me retrouvais pas du tout dans ce type de projet. Et en fait, je lui ai dit, tu vois, un matin, je dis, écoute, c'est super, c'est très dur, et c'est très dur d'arrêter un projet qui marche pas, mais c'est encore plus dur d'arrêter un projet qui marche, tu vois, par choix, en disant, ça marche bien, tout est cool, mais en vrai, moi, je me retrouve pas dans ce projet, donc je te laisse continuer l'aventure tout seul, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas facile quand tu vois ton chèque qui est pré-signé de l'opportunité que représente cette boîte. C'est très très dur de faire marche arrière, mais tu vois, pas de regret parce qu'en fait, ça collait pas à tout ce que j'avais envie de faire. Et ça rentre du coup directement en lien avec le deuxième type de projet, que sont notamment Parfait. les startups, Mhm. les projets cash out. Yes. La transition te va bien, ça te va? Expert en transition. T'auras pas besoin de mettre des petits fondus noirs. C'est parfait. Écoute, ouais, vas-y, je t'écoute. Écoute, j'ai la liste là, et effectivement, cash out, je suis curieux, je Ouais. t'écoute. Bah, tu m'as dit avant que tu faisais de l'immobilier. Ouais. T'as on va dire deux grandes possibilités dans l'immobilier. Mhm. La première, c'est, on l'a dit tout à l'heure, tu achètes un appart ou tu le mets en loc. Et le Mhm. deuxième, c'est quoi? Marchand de biens. Marchand de biens, t'achètes, tu revends. Donc, logique de cash out, c'est-à-dire que tu vas acheter un bien, tu vas le rénover souvent. Donc, c'est-à-dire que tu vas travailler dessus pendant longtemps alors que ça te rapporte rien, ça te fait que coûter de l'argent, de l'investissement. Mhm. Par contre, quand tu le vends à la fin, gros cash out. Et donc, super cool parce que bah, tu prends un gros billet d'un coup. De la Mhm. même manière, une startup, c'est pareil. Tu fournis énormément d'efforts, de l'investissement, du travail pendant longtemps. Par contre, quand tu la revends, tu prends ton gros billet et tu es content. Et il y a plein d'activités qui sont dans cette logique-là. Pourquoi c'est important de savoir où tu vas? Parce que, tu sais, on l'a parlé tout à l'heure, il y a différents business. Si demain tu lances un business qui est foncièrement cash out, imagine, tu veux acheter ta maison pour la revendre après l'avoir rénovée. Et qu'en fait, toi, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un business qui te rapporte tous les mois. Bah forcément, tu te mets dans la merde. Mhm. Parce que oui, tu vas pas avoir de loyer en louant ta maison, puisque c'est pas du tout le but de cette opération. Ton but, c'est de la revendre dans 6 mois ou dans un an quand tu l'auras rénovée. Donc, c'est est-ce que l'immobilier en location ou en rachat-revente, il y en a un qui est mieux que l'autre? Non, il n'y a pas de règle. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce que tu as envie dans ton business maintenant? Et qu'est-ce que tu as besoin maintenant? T'as pas besoin de cash flow parce que je sais pas, tu as un salaire, tu as déjà un CDI et que en vrai, toi, ce qu'il te faudrait, c'est d'avoir un gros moment de cash pour pouvoir investir dans d'autres immeubles ou autres, ou j'en sais rien, en fonction de tes objectifs, toujours pareil.
Bah ok, bah fais, sois dans une logique où tu vas rentrer dans une logique de cash out, mais sois pas étonné que ce business-là te rapporte pas de cash flow, de loyer tous les mois, puisqu'il n'est pas fait pour ça, Mhm. tout simplement. Et donc, c'est la même chose pour ça dans l'immobilier que pour ce que tu veux faire. Si demain tu veux gagner de l'argent rapidement, bah lance pas une startup. Mhm. Parce que ta startup, elle va pas te ramener de cash maintenant. C'est pas son but. De la même manière, si, enfin, tu vois, fais plutôt du freelancing, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Si par contre, t'as pas besoin de cash maintenant et que toi, tu veux vraiment changer de game et que t'es OK de bosser 2 ans, 3 ans sur un projet, mais qui va te faire littéralement changer de vie parce que bah, tu peux effectivement sortir avec ton million à la fin de ta startup ou tes 2 millions, 5 millions, ce que tu veux, bah, peut-être réfléchis à ça. Mais faut que tu sois OK avec les objectifs des deux. Et par contre, faut pas être étonné si tu fais l'un bah, que tu sortes pas avec l'autre résultat ou l'autre, tu vois. Ça va être Mhm. très dur de gagner 1 million d'un coup en faisant le freelancing qu'on a dit tout à l'heure, en vendant des logos. Franchement, bon courage. Mais de la même manière, ça va être très dur de gagner du revenu récurrent en lançant une startup. Parce que ces modèles-là ne sont pas faits pour ça. Voilà. Ça veut pas dire que l'un n'est pas possible avec l'autre, tu vois. Mais ça veut dire que c'est pas des activités qui sont foncièrement faites les unes pour les autres. Est-ce que tu as un exemple ou deux exemples même de business cash out? Parce que je pense que notre audience est plutôt majoritairement des gens qui veulent se lancer en ligne. Ouais, Est-ce que tu as des exemples de business cash out ouais, bien sûr. pour les en digital? Tu lances un SaaS, par exemple. SaaS, Mhm. on est bon pour tout le monde ou faut expliquer, tu penses? On peut l'expliquer Donc rapidement. SaaS, les initiales, c'est quoi? C'est service, non, c'est Software as a service. voilà, Ouais. software as a service. Donc en gros, n'importe quel logiciel que tu peux avoir, où tu as des utilisateurs, qui est développé souvent par différentes formats startup. Exemple, je sais pas, tu peux prendre de Blablacar, tu peux prendre le Salesforce, tu peux prendre qu'est-ce qu'on a Riverside là sur lequel on Ouais. est. Mhm. Tu peux prendre Notion, tu peux prendre n'importe quel logiciel qui est connu, qui en fait est un logiciel que tu vas développer. Donc souvent tu vas prendre du temps de développer, ça va te demander de l'argent. De l'argent pourquoi? Pour deux choses. Premier, développer ta technique, donc ta technologie, ton logiciel. Et deuxièmement, ben, pour faire du marketing et que ton logiciel il soit connu et que tu aies des utilisateurs. Souvent, tu dépenses énormément pour arriver ben, au point de rentabilité. Tu vois, genre, je sais pas combien de temps a pris, faudrait regarder, mais genre, si tu regardes même un Uber ou un Facebook ou quoi, le point de rentabilité de ces projets-là, il a été très long. Ils n'ont pas gagné de Mhm. l'argent tout de suite. Ils ont mis plusieurs années, voire plusieurs, Mhm. ouais, bien 5 ans, voire plus, pour en fait atteindre le point de rentabilité. Donc, c'est-à-dire que bah, tout le temps d'arriver jusque-là, ça veut dire qu'ils ont injecté de l'argent, ils ont mis de l'argent pour en fait le développer, mais à fond perdu. C'est-à-dire que chaque année, ils perdaient de l'argent. Euh, Parce que le but, c'était d'arriver à une taille, et c'est souvent ça la logique cash out quand tu es sur du en ligne, c'est qu'en fait, il faut que tu arrives à une taille où tu as suffisamment d'utilisateurs pour que la chose que tu es développée, eh ben, elle soit vraiment ultra rentable parce que c'est en fait scalable. Et c'est là où on parle de scalabilité, Mhm. notamment dans le milieu startup et qui marche du coup avec les SaaS. C'est que tu as développé un produit une fois, ça t'a coûté très cher à développer, mais demain, que tu aies un utilisateur ou que tu en aies 100 000, bah en vrai, c'est pareil. Et donc là, ça devient très intéressant. Et c'est là que tu peux revendre aussi ta startup ou te faire Mhm. racheter par un plus gros que toi. Exemple, Instagram racheté par Facebook ou ce genre de choses. Où là, toi, en tant que fondateur, tu prends un énorme billet, quoi. Mhm. Donc voilà l'exemple. Ou sinon, tu vois, on l'a dit juste avant, immobilier, tu achètes une maison, un appart ou un immeuble, tu le rénoves si tu as des compétences, tu vois, dedans, ou que tu veux apprendre à rénover. Tu rénoves ton bien, mais donc de la même manière, c'est-à-dire que tu vas devoir acheter l'immeuble, tu vas devoir payer le coût des travaux, de rénovation, etc. Donc, ça va te coûter de l'argent. Donc, tu vois, tu vas mettre du temps pour rénover et de l'argent pour payer tout ça. Et par contre, à la fin, l'objectif, c'est de revendre ce bien beaucoup plus cher et donc d'avoir un gros cash out. Donc, imaginons, je sais pas, tu achètes un appart 100 000, tu remets 100 000 euros de travaux dedans, et par contre, demain, tu peux le revendre 400 000, et ben Mhm. super, tu as gagné 200 000 euros. Par contre, tu as mis 2 ans pour le faire, quoi. Mhm. Donc, voilà, ça dépend un peu les objectifs. Est-ce que ces exemples te vont Très ou bien, pas? très bien. Sur les SaaS, c'est vrai que je suis pas trop familier dans le sens où je connais pas trop d'autres entrepreneurs qui développent des SaaS.
Mhm. Mais j'ai l'impression quand même, et corrige-moi si c'est une mauvaise vision, mais de plus en plus de SaaS qui se lancent ont justement cette appréhension de soit lever des fonds, soit de burner, donc de cramer beaucoup de cash pour le développer. Et ils sont beaucoup plus en mode agile, je me lance solo, je limite les dépenses à fond. Mhm. Pour avoir, en fait, c'est un mix de, si on reprend tes 5 types de business, c'est un mix de business à cash flow et de business cash out. C'est-à-dire que les SaaS vont se développer plus rapidement, avec moins de moyens, moins de ressources humaines. Ça va te rapporter plus rapidement du cash et potentiellement à la clé, tu peux avoir une revente à 2, 3 ans. J'ai un peu l'impression que c'est ça la Ouais. tendance en ce moment des SaaS. C'est plus les gros SaaS où tu as toute une équipe, une levée de fonds, etc. Bah, en fait, tu as répondu un petit peu. Ce qui se passe aussi, c'est que forcément, c'est moins cher puisqu'aujourd'hui, bah, tu as de l'IA. Donc, Mhm. l'IA, ça te permet quand même d'aller beaucoup plus vite sur le développement d'outils numériques. Euh, et il y a aussi, faut pas se mentir, c'est que le côté start-up où tout le monde, tu vois, année 2015, enfin Ouais. 2010-2015, où tout le monde dit, ouh, je veux lancer le prochain Facebook. Donc, tous les investisseurs mettent de l'argent rué vers l'or de la start-up. Euh, il y a un extrait. Est-ce que tu connais, ça va illustrer parfaitement le propos. Est-ce que tu connais, comment, euh, La vérité si je mens? Oui. Ouais. Je sais pas si tu vois La vérité si je mens, au bout d'un moment, il y a Serge Benamou là qui va dans un pressing où il vient chercher de l'argent et il demande plus d'argent de la part des investisseurs et il dit non mais arrête, t'as déjà cramé en gros 40 000 euros ce mois-ci, c'est mort. Il dit mais non, mais c'est facile, t'as juste à dire la startup. La startup, c'est magique, tu dis la startup au banquier et il t'ouvre les portes du coffre et bon, il dit d'autres choses derrière mais que je dirais pas en Mhm. podcast. Mais en fait, c'est cette logique-là, c'est qu'il y a eu une période aussi où, comme tout le monde était dans une logique où il y a certaines boîtes qui font des fois, on parle de fois 1000, fois 2000, tu vois, en termes Mhm. Mhm. de résultats, bah forcément, il y a eu énormément d'investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent. Ça s'est un petit peu essoufflé parce qu'il y a aussi un autre type d'entreprise et notamment des entreprises qu'on appelle bootstrap, donc Ouais. qui fonctionnent plus en autofinancement, qui ont essayé et qui arrivent, grâce à l'essor de la technologie et à cette expérience de boîtes qu'on crachait très vite parce qu'on visait l'hypercroissance, essayer de grossir à peine moins vite, c'est-à-dire on va pas chercher les 200% de croissance par an, on va chercher les 20, 50%, tu vois, tranquillement, mais de manière plus raisonnée et raisonnable. Après, tu vises pas la même chose et c'est pas la même logique. Tu vas être beaucoup plus lent et souvent tu vas te faire racheter, comme tu dis, à 2, 3 ans par une entreprise qui, elle, est allée beaucoup plus vite Mhm. et qui, ben, quand toi, tu as fait ton marché national, eux ont déjà fait le marché européen. Et Ouais. donc, c'est eux qui vont te racheter pour eux jouer le jeu de la startup, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des logiciels où, quand tu regardes, ils ont un peu tous les autres. C'est-à-dire que, je sais pas, mince, je sais pas si tu vois Trello, par exemple, Trello, Ouais. gestionnaire de tâches. Bah, Trello, maintenant, c'est plus Trello, ça a été racheté par je sais plus lequel, mais qui fait partie d'un groupe. Enfin, de toute façon, maintenant, quand tu te connectes à Trello, tu te connectes plus avec Trello, tu te connectes avec, je sais plus quel est Mhm. l'autre outil. Et si tu regardes, en fait, ils ont pris plein d'autres outils, quoi. Ou Ok. comme tu dirais, Lemlist, ça te parle? Oui. Et ben Lemlist qui a repris Taplio ou Tweethunter ou ce genre de choses, qui a été en fait racheté parce que et ils se font une petite armée d'outils comme ça, tu vois. Et ça, pour avoir interviewé notamment le fondateur, tu vois, de Taplio et de Tweethunter, qui est la même personne, bah lui, oui, effectivement, il a vendu ses boîtes à 2, 3 ans à Lemlist, quoi, tu Mhm. vois. Donc, euh, donc Est-ce voilà. que le SaaS, c'est un business model qui t'intéresse, que tu regardes? Ouais. Tu aimerais lancer quelque chose? Alors, honnêtement, pas tout de suite, mais je vais t'amener à le faire de manière, mais pas dans une logique. Alors, pardon. Je vais pas être amené à développer une boîte SaaS dans une logique d'hypercroissance, puisque justement c'est startup et que je t'ai dit que je veux pas lever de fonds et faire ce genre de format. Par contre, on va développer un SaaS en interne pour nos studios de podcast, tout simplement parce qu'on identifie plein de besoins qui aujourd'hui sur le marché n'ont pas de solution, tu vois, logicielle qui nous permet de gérer correctement nos sujets de podcast. Mhm. Et surtout, bah, en fait, demain, nous, on a une vraie volonté de croissance, c'est-à-dire que notre but, c'est d'ouvrir des studios en fait dans toutes les grandes villes de France, et on verra plus tard si on va dans d'autres villes
Enfin, on a déjà des propositions pour la Belgique, donc ça peut aller un peu plus vite que prévu. Euh, mais tout ça pour te dire que donc on va ouvrir, tu vois, un logiciel, développer un logiciel qu'on va utiliser nous, qu'on mettra sûrement dans une logique de franchise ou autre, mais qui sera pas voué à avoir des millions d'utilisateurs, etc. Pour l'instant, c'est pas ce qui me botte et ce qui me fait kiffer. Tu veux franchiser un Ouais. réseau en fait Ouais, on de va voir studios de le, podcast? ouais, on va voir le modèle. On va vraiment voir le modèle. Pourrait être licence de marque, franchise. Ouais, parce qu'en fait, on a développé une expertise. Tu vois, on le voit, il y a énormément de studios de podcasts qui se lancent. Ouais. Franchement, on est en plein momentum, hein, tout le monde en fait. Mhm. Euh, on n'a rien inventé, mais comme je te dis, on a un petit avantage, c'est que moi, mon associé vient du cinéma. Donc que ça soit en termes de décor, de matériel, de technique ou autre, bon, on a un sacré avantage concurrentiel par rapport à ça. Et donc, on le voit sur la qualité des vidéos qu'on propose. Et tu vois, souvent, il y a enfin, les personnes qu'on a aujourd'hui, ils ont testé, quand je dis aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu vois, les personnes qui ont testé des différents studios, pour l'instant, ils viennent chez nous. Donc, c'est cool. Après avoir comparé, donc on va essayer, tu vois, de systémiser un peu cet avantage-là et essayer d'aller le développer après dans d'autres villes. Ouais, Très cool. ouais, C'est, c'est cool. j'en parlais avec un autre ami entrepreneur aussi. Ouais, Euh, alors c'était un annexe parce que lui il voulait réinventer un peu le modèle des coworking et il ouais. disait est-ce qu'il n'y a pas un modèle où un coworking, tu sais, au lieu de faire, je sais pas, un espace avec je sais pas, comment ça s'appelle, des Mm. baby-foot que personne n'utilise finalement ou très peu. Est-ce que là, tu pourrais pas mettre un espèce de pod, de petite salle pour le podcast et tu rentabilises beaucoup mieux ton coworking? Euh, Est-ce que dans ton idée, j'imagine que tu loues un local commercial, tu le Ouais, transformes. Ouais, c'est ça. Donc tu c'est fais de ça. l'arbitrage sur la location en fait. C'est ça, mais tu vois, de la même manière, bah là, tu vois ce que tu es en train de dire. Le premier élément qui nous a permis d'envisager, tu vois, la franchise, c'est qu'on a été approché par quelqu'un en Belgique, un autre multipreneur que j'avais aussi interviewé, et qui a un espace de coworking et qui a voulu créer un hub où notamment mettre du podcast parce que rentabilité accrue, etc. Et donc, tu vois, c'est avec eux qu'on travaille, notamment Ok. pour créer un peu première franchise test, tu vois, Le concept, tu valides du le concept podcast. avec eux. Ouais. Ouais, très cool. Donc voilà. Et après, on va pas se mentir, moi je suis entrepreneur, donc la logique, c'est après d'aller chercher une logique en fait, dès que tu veux faire de la franchise, c'est toujours pareil, hein. Ce qui est intéressant, c'est le foncier, Mhm. l'immobilier. Donc ça serait après moi d'aller chercher, enfin moi ou avec associé, hein, d'aller chercher des locaux et ensuite de les louer à nos franchisés, etc. Enfin, le modèle que toutes les franchises, quoi. Enfin, souvent les franchises font. Est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité aussi d'aller chercher plus facilement qu'avant du local commercial, sachant qu'il y a pas mal de... Alors je sais pas trop la tendance en ce moment, je lis différents articles sur ce sujet, mais Ouais. t'en sauras peut-être plus que moi. Tu sais, c'est un peu le débat retour au bureau ou télétravail, quoi. Donc Mm. retour au bureau, ça veut dire il y a moins de bureaux disponibles en foncier, où tout le monde en télétravail, ça veut dire qu'il y a plein de bureaux vides que tu peux potentiellement exploiter. Mm. Quelles sont les tendances que tu vois là-dessus? Sincèrement, d'un point de vue immobilier, je donnerais vraiment zéro retour parce que je suis pas D'accord. du tout spécialiste. Moi, j'en ai jamais, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup voyagé. J'ai acheté juste mon premier bien cette année, donc je suis pas du tout Mhm. expert de la thématique et ça serait contre-productif pour les auditeurs que je leur donne des conseils ou des retours d'expérience là-dessus. Et de la même manière sur les business, je pense foncièrement, tu vois, ce qui va émerger par rapport à ça, c'est toujours une logique d'avantage concurrentiel. C'est est-ce que le fait d'avoir un local et d'avoir tes salariés qui travaillent au bureau est un avantage concurrentiel pour toi Mhm. euh, par rapport aux autres. Je fais un exemple tout bête, t'as un restaurant, bon bah, soit tu fais une dark kitchen où en gros t'accueilles pas de public et tu peux envoyer des gens, mais tes salariés vont être obligés de cuisiner, donc forcément, bref, il n'y a même pas de débat. Tu vois, ça va être très compliqué d'avoir ton cuistot chez lui qui envoie des repas. De la même manière, si je prends par exemple une boîte qui est assez connue, donc Walaxy, je sais pas si tu connais, Mhm. qui fait de Non. l'automatisation. Ah, ok. Ils font de l'automatisation sur LinkedIn. Ok. C'est en gros tous les messages automatisés que tu reçois, il y a de grandes chances que ça vienne d'eux
ou de, euh, ou de Phantom Buster. Enfin bref, tu as deux, Ok. trois références comme ça qui automatisent un peu tous les messages. Bref. Eux, ils sont à Montpellier. Grosse, enfin, start-up qui a bien monté. Ils doivent être à 50, 60 salariés en 2, 3 ans et ils font du 10 millions à l'année. Enfin, un truc assez costaud, quoi. Euh, et ben, eux, il n'y a pas de télétravail. Par contre, ils ont jour de congé illimité. Quand tu arrives, tu as une grenouillère. Ils ont une piscine à boules géante. Ils ont des sièges massants. Ils font des week-ends énormes entre entreprises. Enfin, ils font énormément de choses. Et du coup, leur avantage concurrentiel, c'est que tout le monde s'entende super bien entre eux. Et donc, qu'ils soient sur place. Et donc, ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de télétravail et qu'ils ont optimisé leur bureau pour ça, tu vois. Mhm. Donc, est-ce que toutes les boîtes qui font des SaaS doivent faire ça? Bah, pas forcément. Est-ce que c'est un avantage pour toi ou pas, quoi? Mhm. Et est-ce que tu as envie de ça aussi? Truc tout bête, moi, j'ai pas envie d'être au bureau. Ouais. Ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, je voyage plus de 3 mois par an. Être au bureau, c'est pas possible. Est-ce que là, de temps en temps, je vais au bureau pour le studio? Oui, on est au lancement. Mais est-ce que à terme, je vais y être tout le temps? Non. Est-ce que je Mhm. vais demander aux gens d'y être? Bah, ceux qui tourneront, forcément, tu vois, il y aura besoin de faire du surplace aussi, quoi. Donc ça dépend. C'est pas pareil, pas de règle par rapport à ça. De la nuance. De la nuance, toujours et encore de la nuance, Ça fait du bien de le rappeler. c'est clair. On passe à la troisième Yep, idée slash type de business, business avec grand. support, Ouais, c'est alors ça? business Ouais. support, on va passer très très vite dessus parce que Ok. je pense qu'en termes d'audience, tu vois, on n'est pas encore. Ça va pas être un business qui va forcément intéresser. Le business support, il devient vraiment intéressant quand tu es multipreneur. Donc lui, c'est pas une logique de est-ce que je vais chercher du cash flow, est-ce que je vais chercher du cash out. C'est en fait, je vais venir chercher du support pour mes autres business. C'est-à-dire que ma priorité, quand je développe ce business, c'est quel est le support qu'il peut apporter à mes autres business. Exemple, j'ai une pâtisserie, je galère pour livrer mes pâtisseries. Je vais monter une boîte de transport, réfrigérée par exemple. Tu t'en fous. Alors oui, bien sûr, il faut que ça soit une boîte qui marche, mais en fait, presque tu t'en fous que ça soit que ça te donne génère du cash flow, que ça te génère du cash out, parce que c'est pas ce que tu vas rechercher. Ce que tu vas rechercher, c'est est-ce que cette activité-là peut bénéficier ou tes autres business? Et là, dans ce cadre-là, en fait, ça aide à mort ma boîte de pâtisserie, donc je le lance pour ça. Donc la finalité de ton business, c'est ça, c'est le support pour les autres. Donc de la même manière, si tu lances une boîte qui sert de support pour les autres, ben en fait, tu vas pas chercher à optimiser, ou du moins foncièrement ce que tu veux faire avec cette boîte, ça va pas être de faire du cash flow ou du cash out. Voilà globalement ce que c'est les activités dites support. Toi, tu as déjà lancé ce type de business où En tu as réalité, perçu une opportunité ou une frustration que tu avais sur un business et tu t'es dit, bah tiens, il y a un autre business que je peux lancer pour supporter ce business? studio de podcast. Ok. Un studio de Ah. podcast, à la base, c'est, ben, tu vois, on l'a dit, mais j'ai interviewé plus de 100 multipreneurs. Tu as vu que n'en avais pas sorti beaucoup d'épisodes. J'en ai pas sorti beaucoup parce que justement, tout l'aspect technique, montage, etc., ça me saoulait. En fait, au lieu de Mhm. sous-traiter, je me suis dit, bah vas-y, je vais monter une boîte studio de podcast. Au moins, je serai confort, on sera bien avec les invités, on pourra se voir en direct dans des beaux décors. Ça sera des super vidéos sur YouTube. Ça va pouvoir être extrait en short, Reels. TikTok pour la distribution, donc donner encore beaucoup plus de force à mon podcast et donc à mon personal branding, etc. Donc, activité support. Est-ce que ça va être une activité qui va générer du cash? Oui. Est-ce que je développe ça, je le mets dans plusieurs villes, je le revends, ça fait du cash out? Oui, mais c'est pas pour ça que c'est lancé. Et donc, Mhm. c'est pas pensé forcément comme ça. Parce que sa mission principale, c'est d'être support pour les autres activités que je lance. Intéressant. Tu Tu vois? penses qu'on peut même trouver des exemples de business support qui ont été lancés donc en tant que business support, mais qui Ouais, ont dépassé le business initial? bien sûr, il y en a plein. Je serais curieux. T'as des exemples? Non, mais en fait, il y en a plein, mais parce que dépasser le business, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je te fais enfin, et ça fera la transition avec le quatrième type d'activité. Mhm. Euh, Là, le podcast, tu vois, ça fait 1 mois qu'on l'a lancé, ça y est, enfin, le studio de podcast, on l'a lancé, ça y est, on a dépassé nos 150 000 d'ARR, enfin, tu vois, genre, en 1 mois, on est content, c'est cool, mais c'est, comment dire? Donc, il a dépassé le podcast, globalement.
mais Hmm. c'était pas le même objectif. Donc, Ouais. comment tu le valorises? Oui, Comment tu c'est un juges? business support pour ça, mais si tu l'évalues par rapport d'un point de vue purement entrepreneurial, oui, il me rapporte plus aujourd'hui que ça. En réalité, non, puisque bon, je me rémunère pas encore, tu vois, sur cette Mhm. activité-là. On est sur juste le financement du podcast. Mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est sûr que ça génère beaucoup plus de cash qu'un podcast. Et pourquoi? Ben parce qu'un podcast, son but, c'est pas de générer du cash flow. Hmm. Ça a une autre opportunité. Transition, L'expert des l'expert. transitions. C'est le quatrième type de projet. Et donc Mhm. là, on est sur un projet de personal branding ou de réseau. C'est-à-dire que là, l'objectif de ce business-là, il est de me faire rencontrer du monde. Tu vois, je pense que tu vois, on se rencontre. Il est d'apprendre et il est aussi de développer ma légitimité, mon personal branding sur cette thématique du multipreneuriat. Hmm. Et c'est son seul objectif. Est-ce que je gagne de l'argent avec le podcast? Non. Est-ce que ça me coûte de l'argent de générer du podcast? Oui, en temps, c'est énorme. Je fais des épisodes comme toi de 1 heure et demie, 2 heures, et j'en ai fait plus de 100, donc ça fait déjà 200 heures sans parler de la préparation, du contact, du montage, de ces différents aspects-là. Donc oui, ça coûte du temps. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, en logiciel, en ceci, en cela. Mais c'est pas son but. Son but, c'est de me faire rentrer dans des cercles, d'être connu, d'être reconnu comme un expert de la thématique du multipreneuriat. Et ça marche plutôt bien, tu vois. La preuve, tu m'as invité pour que je te parle de C'est ça. ça par rapport à ça, quoi. Donc, est-ce que je gagne de l'argent par rapport à ça? Non. Est-ce que tu vois demain cette rencontre, toi tu vas vouloir lancer ton podcast avec ton pote et tu vas me dire ah vas-y vous fonctionnez comment pour le système de franchise? Eh ben, tu vois, j'aurais créé une Hmm. opportunité business, mais comment tu le mesures ça? C'est impossible. Ça, je te rejoins à fond parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que toi dans le podcast. J'étais déjà... Parce que j'ai un autre podcast aussi, on en parlait avant, Mm. dans le domaine des médias, dans lequel j'ai toujours travaillé. Donc j'étais quand même pas mal connecté. Mais le fait d'avoir un podcast, un média, m'a ouvert des portes et m'a permis d'avoir des conversations avec des personnes qui m'étaient presque inaccessibles, même si j'étais dans le business avant et que je les connaissais plus ou moins. Et en fait, d'avoir un podcast, c'est vrai que tu l'as très bien décrit, ça t'ouvre des portes qui sont pas... tu peux pas mettre un chiffre dessus. Ah bah Tu oui. sais pas. Et tu peux pas mettre une timeline et te dire, ah, ok, ça va m'apporter tant d'opportunités dans 6 mois. Non, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le mec que tu as interviewé dira, ah bah oui, mais faut que tu contactes Yann parce que il a aussi ce business, etc. Et parfois, tu te rends même pas compte, en fait. Mais Mm. c'est effectivement le pouvoir du personal branding qui est en action par le podcast. Et ça permet aussi de faire plein de connexions, en fait. T'interroges un mec, un autre, il a cette même réflexion. Tu te dis, ah bah attends, c'est marrant, les deux, ils ont la même problématique. Donc potentiellement, ça va te donner une idée de business à lancer. Donc ouais, c'est vrai que pour ça, j'invite tout le monde à lancer un podcast, mais disclaimer quand même, ça prend énormément de temps, effectivement. Ça Je prend m'en étais énormément pas de rendu temps. compte. Ouais, Mais ça tu vois, prend énormément de temps. tu m'aurais dit là sur LinkedIn, tu m'aurais dit, hey, t'as 5 minutes pour qu'on prenne un café ou une visio et tout. Je Hmm. t'aurais dit désolé, mais en vrai, non, pas le temps. Tu Ouais, m'as ouais, proposé un podcast, ça fait 1 heure et demie qu'on te voit, tu vois. ouais. D'ailleurs, j'espère que je te prends pas trop de temps, tu Ouais, m'avais dit. t'inquiète, C'est on est bon? sur la fin là. Il est Ok, 27, ok. il est 27, t'inquiète. Ok, ok. Très bien, donc business de branding réseau. Je peux juste te Ouais. demander rapidement, quand même, parfois tu te dis pas, ah, ça serait quand même cool que je trouve un moyen de monétiser mon podcast ou ma newsletter ou... Sincèrement, c'est pas comment dire, c'est pas une, une priorité. C'est pas, je te dis, je l'ai pas fait pour ça. Après, naturellement, tu vois, c'est de l'entrepreneuriat et surtout, en fait, c'est des demandes qui sont faites. Donc, tu vois, forcément, moi, j'ai 3 choses qui arrivent sur le multipreneuriat et je te dis, ça fait 2 ans et demi, hein. 2 ans et demi que je Hmm. crée du contenu sur le multipreneuriat et je vais seulement le monétiser maintenant, mais parce que je reçois, en fait, T'as- tu crées, malgré toi, tu crées une audience, et cette audience, elle a des demandes parce que tu partages des éléments sur quelque chose. Et en fait, quand au bout d'un moment, tu as répondu 5 fois, 10 fois, 50 fois la même chose à des personnes différentes, tu Mhm. te dis, bon, ok, il y a un besoin.
Et donc, en fait, tu réponds à ça. Et donc là, moi, aujourd'hui, tu vois, mon audience, elle est vraiment divisée en un tiers, un tiers, un tiers. Ces trois tiers, ils ont des problématiques différentes et donc il y a une offre qui se définit aussi pour chacun d'entre eux. J'ai un tiers de, tu vois, ce que j'appelle entrepreneurs et qu'il y a sûrement des personnes comme nous qui écoutent ça. C'est des personnes qui veulent se lancer mais qui sont pas encore passées à l'action. Et en gros, la question et les demandes, c'est OK, mais je commence par quoi? Comment je fais pour choisir mes idées? Pourquoi je prends celle-là et pas une autre? Enfin, donc, tu vois, ça, le but, c'est d'avoir une solution euh, qui est en plus, tu vois, abordable pour qu'une personne puisse se connaître les premières étapes et se dire, OK, voilà par quoi je vais commencer et comment je vais me lancer. OK, premier tiers. Deuxième tiers, je suis sur des entrepreneurs qui, en fait, tout simplement veulent sortir de l'opérationnel de leur boîte, veulent se diversifier, veulent lancer une autre activité. Et donc là, tu es plus sur un format d'accompagnement où je prends que aujourd'hui, tu vois, quelques personnes que j'accompagne avec des rendez-vous réguliers qui va sûrement se transformer en formation plus tard. Mais là, aujourd'hui, c'est du vraiment accompagnement one shot ou, enfin, pas one shot, pardon, mais du un par un, quoi, one by one, Mhm. où c'est des personnes qui en parlent de où ils en sont, de leurs problématiques, où est-ce qu'ils veulent aller, et ensuite, du coup, je les accompagne sur, OK, comment tu peux sortir un peu plus de l'opérationnel, comment tu peux prioriser telle chose, sur quoi tu peux te positionner, quel projet va venir nourrir celui que tu as déjà et qui serait peut-être celui-là qu'il faudrait que tu lances avant le suivant. Voilà, donc tu as tu vois, ce deuxième chose. Et le troisième tiers, c'est donc des personnes qui sont déjà multipreneurs, qui ont déjà plusieurs sociétés, ça se passe très bien pour eux et qui sont dans une logique toujours pareille de je voudrais bien voir ce que mes pairs font, quelles sont les autres manières de faire. Je suis dans la logique de construction de groupe, donc comment je me structure, comment je vais plus loin avec ce groupe pour en fait grandir. Et là, tu vois, la seule solution la plus adaptée pour ça, c'est le format mastermind où Mhm. tu as un gros ticket d'entrée, ça te permet de sélectionner, de te retrouver qu'avec des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que toi, c'est très sélectif et ensuite on discute, on se réunit pour résoudre ces problèmes-là, quoi. Donc, trois audiences, trois problématiques différentes et donc trois offres qui répondent à ces différentes problématiques-là, tout simplement. Donc voilà, pour répondre à ta question. Donc, est-ce que mon podcast directement va être monétisé? Non. Est-ce que, par contre, de cette expérience-là va découler d'autres offres et d'autres activités? Oui. Et donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais la mission du podcast sera toujours de développer mon personal branding et ma légitimité et mon réseau. Très clair. Voilà. Le dernier, très curieux, business de kiff. Ça me plaît déjà. Ouais, et ben le business de kiff, c'est que contrairement à tout ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que ton objectif, c'est pas de faire du cash flow, donc de ramener du cash régulièrement, c'est pas de faire une grosse sortie, de prendre un gros chèque dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas non plus de supporter les autres business. C'est pas non plus de développer ton réseau, ton personal branding. C'est quoi? C'est de te faire kiffer. Et donc, tu as une passion dans la vie et en fait, tu le lances parce que juste tu as envie de créer quelque chose qui te fait kiffer. D'ailleurs, ça peut même être sous format, tu vois, associatif. Mhm. C'est quelque chose où tu vas pas chercher la renta, tu vas juste vouloir faire quelque chose qui te fait plaisir. Et c'est là où, tu vois, là, on a fait tout le chemin. Et c'est là où c'est comment dire, important. C'est que, bon, j'espère que déjà c'était assez intéressant, tu vois, que les personnes nous ont écoutés jusque-là, mais euh, la difficulté et le gros risque quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est de choisir un projet qui colle pas à tes aspirations. C'est-à-dire que toi, tu as envie, par exemple, demain, et c'est le cas le plus souvent, tu vois, qu'on voit, c'est forcément, tu as envie de faire du cash flow parce que tu as envie de bouffer et de commencer à vivre de ton activité. Et en fait, tu commences par lancer un projet kiff, donc un truc qui te fait plaisir à toi. Bah, c'est bien, ça va te faire kiffer de le faire. Mais en réalité, ça va pas te ramener de cash flow parce qu'il est pas fait pour ça et que Mhm. c'est pas un projet qui foncièrement va te ramener du cash parce qu'il répond pas à un besoin, parce que voilà, tous les problématiques qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat. Et donc, tu as choisi un projet qui te rapporte pas ce que tu recherches. Et donc, forcément, après, tu dis, ouais, mais ça marche pas. Ben non, ça marche, mais ça marche pas pour ce que tu voulais parce qu'il est Mhm. pas fait pour ça. De la même manière, sincèrement, si tu veux lancer un podcast pour faire 1 million, bah, bon courage, un podcast, c'est pas fait pour ça. Tu as des business qui t'amènent sur du 1 million. Je dis, pareil, je dis pas que ce podcast ne peut pas faire 1 million. Oui, il y a des podcasts qui peuvent faire 1 million. Il y en a. Mais statistiquement et même de manière logique, le business model du podcast, il n'est pas fait pour te faire un cash out derrière. Il est fait pour que tu sois connu, reconnu par rapport à ce podcast. Que comme tu as dit, il t'ouvre des portes.
qui développe ton réseau, qui te fasse rencontrer du monde, que tu apparaisses comme une référence de ta thématique. Et oui, tu peux commencer à le monétiser, faire des choses, tu peux faire des très belles choses. Mais la manière dont tu vas le faire ne va pas être fait, faut que ça soit fait en fonction des objectifs que tu vises. Et du coup, le type de projet que tu vas choisir et la manière dont tu vas monter le projet, ben, il faut qu'il soit adapté à où tu veux aller et à qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Et c'est ça, tu vois, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire que des idées de podcast, il y en a plein. Ils en ont plein, tu vois, les personnes qui sont venues en écoutant tes épisodes. Tu peux en trouver partout. La question, c'est comment tu fais pour trouver une idée comment tu fais pour trouver Business. une idée de business qui colle à ce que toi, foncièrement, tu as envie de faire et qui colle aussi dans le moment de vie dans lequel tu es aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu es dans et c'est la plupart, tu vois, des personnes qui nous écoutent sur ce podcast-là, euh, tu es dans une idée où tu veux lancer un business parce que tu veux vivre de ton activité, eh ben il faut commencer par trouver un business qui va te faire vivre de ton activité. Et peut-être que le podcast, par exemple, si tu as cette idée-là, bah, c'est pas adapté. Peut-être que justement de lancer une startup, c'est pas adapté. Peut-être que de lancer le truc qui te kiffe parce que toi tu adores jouer ou faire du tricot ou j'en sais rien, c'est pas adapté. Et peut-être que ben il faut que tu échanges aujourd'hui ton temps contre de l'argent parce que c'est ton objectif, c'est ça. Et tu verras demain si tu peux automatiser, faire des trucs, sortir de l'opérationnel. Mais regarde la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, regarde ce que tu as envie de faire, regarde ton besoin factuel aujourd'hui et juste lance un business qui est en adéquation avec ça. Voilà. Très cool, très clair et j'ai beaucoup aimé cette liste des 5 business, types de business que je mettrai en description. Avec grand plaisir. Et puis je mettrai tous tes liens également là où Ouais. on peut te contacter, tes différents projets. Ton studio de podcast, vous avez déjà une URL sur lesquelles les gens peuvent, un site sur lequel les gens Je peuvent t'enverrai découvrir? les liens. Je sais Ok. pas quand tu vas le sortir, l'épisode, mais du coup, quand tu me diras, je te donnerai Ouais. les liens qui vont bien. Ok. Écoute, et puis ceux qui sont allés jusqu'ici, je te donnerai même un petit code promo pour ceux qui veulent vous tourner leur podcast dans un lieu vraiment ultra qualitatif, s'ils ont envie Ouais, de c'est tester super. ça. C'est Et, top. euh, et voilà, bon, faudra se déplacer à Montpellier par contre, mais bon, c'est une belle Ça ville, peut. il fait Ouais, c'est beau. une belle ville. Ils seront bien reçus. C'est clair. Tu as 5 minutes pour les questions de fin? Allez, vas-y. Allez, on enchaîne. Le business le plus dingue ou étrange que tu as découvert récemment? Ah, ah, je l'ai pas découvert récemment, mais je trouve que c'est un super format. T'as vu le mec qui avait vendu des cailloux? Non, j'ai pas vu ça. Ça s'appelle, alors ça, je conseille à tout le monde de voir, et c'est aussi pour ça tu vois, on parlait d'idées ou de business, mais là, c'était une idée complètement what the fuck. Le mec a une exécution, un timing parfait. Il est devenu millionnaire en vendant des galets. Et son entreprise, vous pouvez encore le voir, hein, je crois que c'est encore disponible sur même Amazon, c'est Pet Rock. Donc en gros, Pet Rock, c'est donc tu vois rock caillou et pet Mhm. animal de compagnie quoi. Donc c'est un animal de compagnie comme comme un cadeau. Donc en gros, c'est un galet avec deux yeux posés dessus, collés vraiment, c'est tout. Et qui était vendu à l'époque genre 3 ou 4 balles. Je crois que maintenant c'est à 25 € pour te dire. Et donc tu reçois un galet dans une cagette en bois avec des trous pour qu'il respire et de la paille, tu comprends et avec un, un guide qui explique ce que tu peux faire avec du style tu peux le lancer mais ne reviens pas ou tu peux le caresser ou voilà enfin bref Mhm. et voilà et le gars a vendu pour ici enfin il est devenu millionnaire en vendant des cailloux. Je pense que c'est assez what the fuck. Ouais, ça répond très bien à la question. Voilà. J'en ai un autre cadeau pour toi si tu veux. Un mec qui a réussi à faire du alors ça date un peu pareil parce que c'était sur quand on était au début un peu des sites. Il a fait en fait une page où ça faisait en fait 1000 pixels. Je Hmm. sais pas si tu as déjà vu Ouais, ça, t'as je entendu me parler. rappelle de ce business. Incroyable. Voilà. Donc c'était 1000 pour ceux qui écoutent, c'était en gros c'était je crois 1000 sur 1000 ou je Mhm. sais plus 100 sur 100. Enfin bref, je crois qu'il y avait 1000 pixels et en fait tu pouvais acheter ton pixel et ça devait être 1000 balles aussi. Donc en fait tu Mhm. fais le calcul 1000 fois 1000. Bon bah voilà, t'as fait ton chiffre et Sgan a juste fait une vieille page HTML où bah, tu pouvais acheter par exemple
5 pixels sur 4, donc ça te faisait 20 pixels, ça te coûtait 20 000 euros, et genre Carrefour achetait pour mettre Carrefour 20 000 Ouais, euros là-dessus. Et c'est tout. Donc des fois, tu as des idées de merde et c'est incroyable, ouais, ouais. et parce que Ouais, tu arrives à mettre les choses en place, quoi. je m'en souviens de ce business, effectivement. Le business secret que tu rêves de lancer, qui sera plus secret du coup Ah, à la intéressant diffusion de ça. ce podcast. Intéressant. En tant que multipreneur, je vais pas t'en donner qu'un. Forcément. Je vais t'en donner juste parce que c'est la suite logique. Tu sais, je te dis que je développais un écosystème. Mhm. Donc en fait, le studio de podcast, c'est surtout, et l'agence de personal branding, c'est surtout une première brique de tout un palier d'écosystème qu'on est en train de développer, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les personnes qu'on accompagne, tu vois, sur la partie agence, c'est des personnes qu'on prend qui ont moins de 1000 abonnés sur Insta et au bout de 6 mois, ils en ont 50 000. Donc, grosse croissance. Et donc, forcément, bah, ils ont beaucoup de demandes entrantes par rapport à ça, mais ils sont pas du tout structurés. Et donc, bah, en fait, on va développer toutes les verticales après de ce business pour qu'ils puissent bah, définir une offre, vendre en ligne, etc., etc. Donc, on développe cette première brique qui est de réussir à développer la notoriété, la visibilité, attirer de nouveaux clients. Et ensuite, on va vendre bah, comment les transformer en lead, comment les transformer en clients, comment monétiser tout ça de manière digitale. Voilà, tu as les prochains business que je vais balancer, que je vais Très faire. smart, très smart. L'outil ou le service que tu rêverais d'avoir en tant qu'entrepreneur et qui Hmm, n'existe pas. intéressant. Le mec fait son marché pour ses prochaines boîtes en direct. Très smart. Euh, Ça donnera des qu'est-ce... idées de business pour ceux qui nous écoutent. Mais avec grand plaisir. Franchement, là, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, bon, allez, ça, s'il y en a qui veut me proposer ça, c'est avec grand plaisir, puisque un outil qui permet de, en fait, de centraliser tout le suivi, je dirais financier, de gestion de toutes tes boîtes en même temps, Hmm. euh, et de pouvoir tout centraliser à un seul endroit. Tu vois, Notion le fait très bien pour gérer, faire de la gestion de projet en même temps, mais d'avoir centralisé tes différents CRM, d'avoir tes opérations, savoir tout qui est relancé quand, vraiment tout au même endroit, ça serait vraiment top. Ça Ouais, serait vraiment top. Si vous ça avez besoin d'un bêta faciliterait la vie. testeur, contactez-moi. Exact. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être très cool de tout centraliser les flux financiers sur un seul outil. Et tu Game vois tout, changer. Hmm. et tu vois tout, et surtout tu vois aussi les opportunités, puisque bon, on n'en a pas parlé, mais entre business, tu peux faire des conventions de trésorerie, tu peux faire plein de choses, et de montrer que, ben, ah ouais, avec le cash que je générais dans cette boîte-là, ça serait bien si j'utilisais pour investir dans telle autre, etc., etc., quoi. Mhm. Est-ce que tu as un service, un outil ou une personne que tu aimerais recommander chaudement aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent? Un coup de cœur. Un coup de cœur à suivre, à regarder, ou quoi, à faire quoi? Ouais, un service que tu utilises, tu te dis, ah, putain, c'est vraiment canon, un Hmm. outil ou une personne que Ouais. t'as dans Pareil, ton... je vais t'en donner deux parce que le premier, c'est un peu, tu vas dire que c'est un peu triché, mais j'ai vraiment envie d'en profiter pour faire une dédicace. C'est quand même Kevin, mon associé sur Ok. le podcast, c'est une grosse, enfin, machine. J'ai de la chance d'être tombé sur lui. Il est vraiment très fort dans sa thématique et c'est la première dédicace publique que je lui fais. Donc voilà, si tu m'as donné l'occasion, j'ai pensé tout de suite à lui. Et la deuxième, qui est beaucoup plus générique en ce moment, mais je trouve que c'est une super référence et sincèrement, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut le suivre parce qu'il est vraiment très très fort. Après, il est américain, donc forcément, ça, il faut pas tout prendre au premier degré, mais franchement, Alex Hormozy, Mhm. enfin franchement, chapeau pour tout ce qu'il fait. Je suppose que tu le connais, mais il est vraiment très très fort dans ses contenus, sont très fins, c'est très bien expliqué. Donc pour ceux qui commencent ou qui ne feraient pas encore du 5-10 millions à l'année, je pense que c'est bien d'aller regarder. Ça reprend un peu toutes les bases. Moi, ça m'inspire beaucoup pour pas mal de petites choses. Je trouve qu'il est très fort dans sa manière de vulgariser les choses, dans la manière d'expliquer aussi les basiques, tu vois, sur le business. Mhm. Et donc, en vrai, je renvoie avec grand plaisir sur lui parce que faut aimer l'anglais, par contre, Bon, et s'y mettre. si nous écoute, Alex, Ouais, on pourra peut-être faire un épisode. Alors, le personnage est assez... moi, je suis assez... j'étais assez réfractaire à l'écouter. Et ouais, c'était purement, tu vois,
je sais pas l'image qu'il dégage, mais en fait, je me suis forcé un peu. Et c'est Hmm. vrai que son contenu est vraiment excellent. C'est un très bon pédagogue, Ouais. un excellent communicant et effectivement, ouais, si on arrive à passer un peu cette frontière, parce qu'il fait très américain quand même, c'est très, enfin, Il tu fait très vois, américain. ouais, c'est en France, en Europe, on a un peu ce truc qui fait que, ok, bon, les Américains, ils sont gentils, mais ils sont un peu too much, etc. C'est clair. Mais lui, si on arrive à passer à travers ça, c'est vrai que son contenu est Hmm. assez intéressant, effectivement. Et je suis pas fan des autres hein, américains, qu'on soit d'accord, mais lui, c'est vrai que je Mhm. trouve ça très très fort ce qu'il a fait. Ouais. Bon, après, faut se le dire, les Américains, peut-être que... Je me demande si c'est pas un peu notre côté, ou en tout cas mon côté jaloux, parce que les Américains, au niveau Ils marketing, quand même, les mecs, sont ils au-dessus. ont pas de filtre et puis ils sont au-dessus, ouais, effectivement. C'est clair. Dernière question. Est-ce Allez. que tu recherches des partenaires, des prestataires, des employés, des contacts? Euh, C'est l'occasion. ouais, bah écoute, sincèrement, un studio de podcast dit nécessiter de grosses main-d'œuvre en montage. En montage. Par contre, j'avoue qu'on cherche du quali. Donc avec quelqu'un qui a une vraie expertise, genre si c'est juste pour monter avec IA, tu vois, très Hmm. rapidement de deux, ça on peut le faire nous aussi, donc en vrai pas besoin. Mais du coup voilà, quelqu'un qui vient vraiment, qui capte la logique de scénarisation, qui capte la logique de hook, qui sait reprendre les bons moments, aller piocher vraiment des extraits pour créer quelque chose de vraiment unique. Ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, vous m'envoyez ce que vous faites, ce que vous savez faire, et puis let's go quoi. Ok, bah écoute, j'ai peut-être une recommandation et donc je te mettrai en Ouais, avec contact. grand plaisir. Super. Bah écoute Yann, merci beaucoup et désolé, Ouais, j'ai pas de vraiment souci, abusé de ton temps, mais t'inquiète. c'était super intéressant et on reste en contact. Je suis pressé de suivre tes prochaines aventures. Merci beaucoup, c'était chouette. Allez, ciao, Merci ciao. énormément. Ciao. Salut.